recevoir jeudi Marine Le Pen. C'est Valérie Pécresse que nous recevons ce soir sur CNews. Bonsoir Valérie Pécresse, bienvenue sur notre plateau. Nous allons vous interroger sur votre projet, vos propositions concrètes. Et bien sûr, nous allons consacrer une partie de cette émission à la situation en Ukraine qui empire d'heure en heure. Une situation, une actualité qui nous concerne bien sûr au premier plan avec les répercussions en termes de prix, d'approvisionnement, d'accueil des réfugiés. Vous nous direz ce que vous auriez fait différemment au pouvoir. Et puis nous vous interrogerons aussi sur les questions éminemment régaliennes de justice et de sécurité, vous qui vous définissez, Valérie Pécresse, comme une femme d'ordre. Et puis nous allons vous soumettre des sondages sur tous les sujets abordés, international, pouvoir d'achat, sécurité. Des Français, vous vous interpellez directement, ce sont les paroles de Français, sur leur situation à eux ou bien sur des points de votre programme qu'ils souhaitent voir éclaircir. Et puis vous pouvez, vous aussi, chers téléspectateurs et tristes, réagir avec le hashtag Demandez le programme. Mais tout d'abord, combat, bombardement, logique de siège au 26e jour de la guerre en Ukraine. Nous suivons bien sûr de très près la situation sur le terrain avec notre journaliste Samy Sfaxi qui va nous dresser carte à l'appui un panorama de la situation à l'heure actuelle. Bonsoir à vous Samy. Bonsoir Sonia, bonsoir Laurence, bonsoir Valérie Pécresse. Oui, et au 26e jour de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, eh bien, les bombardements ils se poursuivent et c'est Kiev qui a été frappé cette nuit à quelques minutes du centre-ville. C'est un centre commercial qui a été complètement ravagé. Il y aurait au moins 8 morts selon les autorités ukrainiennes. L'armée russe affirme que ce centre commercial servait de dépôt de munitions. Et cette photo, vous la voyez, elle illustre bien le ravage qu'a fait ce missile. Un nouveau couvre-feu a été installé depuis ce soir jusqu'à mercredi matin 7h. Vitali Klitschko, le maire de la ville, demande aux habitants de fermer les fenêtres et de porter un masque pour éviter de respirer ces gaz toxiques qui s'échappent de ces bâtiments qui ont été bombardés. Dans le sud du pays, à présent, il y a, vous savez, ce siège de Mariupol qui se poursuit. Mais l'information de la journée, c'est évidemment Odessa, cette ville portuaire qui a été frappée aujourd'hui. Elle a été la cible de plusieurs missiles, notamment sur des habitations. Vous allez voir cette photo qui illustre bien cette scène. Et selon le ministre américain de la Défense, ce sont les bâtiments de guerre navale qui sont postés au large d'Odessa, dans la mer Noire, qui auraient provoqué ces tirs de missiles. Il y aurait une douzaine de navires de guerre. Et je voulais terminer en vous montrant cette photo qui illustre parfaitement la résistance et la résilience des Ukrainiens. Ce sont ces bâtiments à Odessa qui ont été protégés avec des dizaines de sacs de sable parce que préserver le patrimoine culturel ukrainien, c'est préserver l'âme de l'Ukraine. Merci beaucoup Samy Sfaxi pour ce point très complet de la situation. On voit que ça s'aggrave d'heure en heure. La situation est dramatique pour les civils. Est-ce que vous continuez à dire qu'on aurait pu faire différemment ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment ? Quelle pression exercer sur Vladimir Poutine pour qu'il accepte un cessez-le-feu, ce qu'il refuse pour l'instant ? Aujourd'hui, je pense que les sanctions telles qu'elles sont les bonnes et qu'il faut les maintenir dans la durée, et notamment sur Vladimir Poutine et sur ses proches. Je pense qu'on ne doit pas aller au-delà. Mais je pense qu'évidemment, l'objectif, c'est d'obtenir le cessez-le-feu. Et on voit bien qu'on a en face de nous un dictateur qui poursuit son projet radical de soumettre l'Ukraine à son pouvoir. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment sur le gaz et le pétrole ? Pardon, attendez, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment ? Moi, je pense que c'est avant qu'on aurait pu faire différemment. Avant, on aurait pu voir un certain nombre de signaux faibles que les Américains avaient vus, que nous n'avons pas vus, le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a pas vu, parce que nous n'avions pas assez de relations étroite avec Vladimir Poutine et la Russie. On n'a pas vu que la Russie envoyait les milices Wagner en Centrafrique et au Mali pour déstabiliser la France. On n'a pas interprété le chantage migratoire biélorusse contre l'Europe avec l'aval de Vladimir Poutine comme un acte, en réalité, d'une première agression contre l'Europe. Il y avait des signes de la montée de la dangerosité de Vladimir Poutine qui n'ont pas été vus. Depuis, Emmanuel Macron a réagi. On ne peut pas lui en tenir quelques griefs, parce qu'il a réagi. Il a fait ce qu'il fallait. Il a réagi, il a fait ce que demandait et ce qu'exigeait la situation, ce que tout président de la République, je crois, attaché à la liberté des peuples et au droit d'un État souverain comme l'Ukraine,
aurait fait. Maintenant, le vrai problème, c'est que ça ne débouche sur rien à ce stade. On va en parler, mais soyons factuels. Vous dites qu'il y avait des signaux faibles, Valérie Pécresse. En réalité, soit il y avait différents renseignements, le renseignement américain et le renseignement français ne disaient pas la même chose, soit il y avait une différence d'interprétation du renseignement. Ensuite, le politique, c'est à lui de décider. Peut-être que c'est sur ce sujet-là qu'il y a pu y avoir une distorsion entre le renseignement et le renseignement américain. C'est ce qu'ont dit les hauts chefs de nos armées. Ils ont dit, nous n'avons pas interprété les signes de la même façon. Mais, et là-dessus, c'est factuel. Le sujet, c'est qu'entre 2019 et 2021, il n'y a pas eu de rencontre régulière au sommet entre nos deux chefs d'État. Et que peut-être, si ces rencontres avaient eu lieu, on aurait senti et perçu la tension monter. Et c'est ça, c'est trop seul, trop tard. C'est, me semble-t-il, la seule critique qu'aujourd'hui on peut exprimer dans un contexte qui demande une extrême dignité et un extrême esprit de responsabilité. Parce que nous avons un ennemi commun qui s'appelle Vladimir Poutine et qui est un dictateur et qui est en train de commettre des actes de guerre effroyables sur le sol ukrainien. Un ennemi avec lequel on ne pourra pas se réconcilier, quoi qu'il arrive. De toutes les façons, il faudra à un moment donné entamer une désescalade, un processus diplomatique, et moi je le souhaite le plus rapide possible, mais ce que je vois, ce n'est qu'une escalade de plus en plus violente vers une guerre de plus en plus effroyable. Mais soyons concrets, vous au pouvoir, si dans quelques semaines, quelques mois, il y a un cessez-le-feu, est-ce que vous imaginez, Valérie Pécresse, vous asseoir de nouveau autour d'une table avec la Russie de Poutine, ou alors vous dites d'ores et déjà, dès ce soir, qu'il est banni totalement du concert des nations ? On ne choisit pas ses ennemis. On sera obligé de négocier la paix avec la Russie de Vladimir Poutine. Avec une grande conférence sur la sécurité en Europe qui inclurait les Russes ? Au départ, c'est ce que j'avais proposé dès janvier, avant même l'invasion de l'Ukraine. J'avais proposé qu'on mette autour de la table, en lien avec l'OTAN, mais séparé de l'OTAN, une grande conférence de sécurité sur l'avenir de l'Europe, où on aurait pu dire, parce qu'à l'époque on pouvait encore le dire, que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN n'était pas d'actualité et que donc on pouvait essayer d'envisager la sécurité autrement. Mais tout ça, c'était avant. Aujourd'hui, le sujet, il est simple, c'est pouvoir, grâce à une médiation, organiser un cessez-le-feu. Mais vous dites en même temps, pas de sanctions durcies. Il y a quelques semaines, je note, vous nous aviez dit il faut durcir les sanctions. Oui, mais on les a durcis donc, depuis. On les a durcis en desswiftant un certain nombre de banques russes. On les a durcis sur les oligarques. Aujourd'hui, le sujet, c'est embargo ou pas embargo Est-ce que c'est sur une le ligne gaz rouge russe. pour vous? Vous dites non, parce que les Européens vont évidemment beaucoup perdre, contrairement aux Américains, pour qui c'est quasiment indolore, puisqu'ils sont autosuffisants. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus en Europe pour le faire et que les conséquences pour la population, nos populations, seraient trop fortes. On le voit aujourd'hui, les Français voient les prix de l'essence s'envoler, voient les prix du fioul s'envoler, voient les prix d'énergie s'envoler. À un moment donné, il faut aussi qu'on puisse amortir le choc pour nos populations. Donc il faut des sanctions très fermes dans la durée pour frapper Vladimir Poutine au cœur et ses proches, mais il faut aussi amortir le choc pour la population française. Frapper au cœur, pardonnez-moi, c'est lui qui frappe au cœur des villes aujourd'hui, sans beaucoup d'effets des sanctions. Peut-être qu'elles viendront à court et moyen terme. Je crois quand même que la population russe commence à sentir vraiment le poids des sanctions européennes. Le président Zelensky, qui va s'adresser prochainement au Parlement français, justement, nous demande de ne plus commercer avec la Russie, donc de mettre en place cet embargo sur le gaz et le pétrole. Est-ce que ce n'est pas une façon hypocrite que nous avons de les aider en vendant des armes, mais en affichant pas une solidarité complète? On ne les vend pas, on les donne. On les fournit. Et il faut en fournir. Moi, dès le début, j'ai dit que j'étais favorable à ce qu'on les fournisse. Je me suis même inquiétée du fait que ces armes arrivent bien tardivement sur le sol ukrainien pour les aider. Donc je suis favorable à cela et je suis favorable aussi à ce que l'Union européenne aille plus loin, investisse davantage dans sa défense pour pouvoir aider davantage. On va en parler dans un instant. Ça fait de nous des co-belligérants sans que nous soyons co-belligérants. C'est ça. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. La ligne de fracture est très fine. La ligne de crête est fine. La ligne de crête est fine, mais l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Donc nous n'avons pas d'alliance militaire aujourd'hui. Nous allons en parler. Nous parlons avec l'Ukraine, mais néanmoins, c'est un pays européen qui a le droit à l'inviolabilité de ses frontières et nous sommes du côté de la liberté. Il y a les sanctions, il y a aussi, pardonnez-moi, la présence d'entreprises françaises. Certaines sont encore sur le sol russe. On peut prendre l'exemple notamment de Leroy Merlin, dont un magasin a été bombardé à Kiev et des salariés de Leroy Merlin en Ukraine demandent la fermeture du magasin en Russie. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces magasins, à ces groupes-là ? Aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment les intérêts français en Russie et les intérêts de nos salariés en Russie. Aujourd'hui,
il y a très peu, finalement, d'exposition de l'économie française à l'économie russe, mais pour certaines entreprises, c'est important. Donc, je crois qu'il faut aussi avoir au cœur les intérêts de rester. C'est important de rester ou de partir? C'est important pour ces entreprises de continuer à pouvoir garder leurs entreprises. Allez, on va voir ce que vous proposez très précisément dans les domaines militaires et de politique internationale. Élodie Huchard, du service politique de CNews, est avec nous. Bonsoir Élodie. Vous allez nous résumer les propositions de Valérie Pécresse. Oui, bonsoir Laurence, bonsoir Sonia, bonsoir Madame Pécresse. Alors effectivement, vous allez dévoiler d'ici quelques jours l'intégralité de votre programme international, mais on connaît déjà quelques pistes. Vous avez effectivement évoqué l'OTAN à l'inverse de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Vous êtes pour rester dans l'OTAN. Un mot maintenant de l'Union européenne. Vous êtes contre un élargissement de l'Union européenne, notamment pour la Turquie. Vous dites qu'elle n'a pas, je cite, de vocation européenne. Vous êtes contre aussi l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Vous estimez qu'il ne faut pas faire aujourd'hui de fausses promesses qu'on ne saurait tenir plus tard. Et puis vous avez évoqué effectivement l'Ukraine avec vos alliés du Parti populaire européen. Vous êtes contre un embargo sur le pétrole et le gaz russe. Vous estimez que cet embargo devrait être tenu dans le temps long et que ce n'est pas possible pour un certain nombre de nos voisins européens. Et puis enfin, vous êtes pour l'accueil des réfugiés ukrainiens en France, même si vous insistez aussi sur le fait qu'il faut aider les pays limitrophes de l'Ukraine qui reçoivent le plus massivement les réfugiés. Merci beaucoup. Si Élodie, bon, il y a beaucoup de points, on va les détailler avec Laurence, bien sûr, mais tout d'abord, Valérie Pécresse, vous dites on reste dans l'OTAN, c'est très clair. Et dans le même temps, et d'ailleurs ce n'est pas contradictoire. Dans le commandement intégré. Bien sûr, ça va de soi. Et vous dites l'Union européenne doit prendre son destin, et en particulier son destin de la défense en main. Quand vous voyez aujourd'hui les Allemands qui investissent dans le militaire mais choisissent des avions américains, est-ce que pour vous la défense européenne c'est un vœu pieux ? Ah mais ça, je suis pour ce qu'on, en bon français dans le texte, un Buy European Act dans la défense, un acheton européen en matière de défense. Malheureusement, vous le savez, pour beaucoup de nos alliés européens, l'OTAN, c'est elle qui les protège réellement. Et donc, ils sont effectivement beaucoup plus alignés sur les intérêts américains que nous. Nous sommes alliés, mais pas alignés. Alors pourquoi il faut rester dans le commandement intégré de l'OTAN ? Il faut y rester parce que c'est une façon d'influencer l'OTAN, de pouvoir avoir du pouvoir. Si aujourd'hui nous quittions ce commandement intégré, tous les militaires qui connaissent le fonctionnement de l'OTAN nous disent vous laisseriez finalement le champ libre aux Britanniques, qui eux-mêmes sont complètement alignés sur les intérêts américains. Donc il faut rester dans ce commandement intégré, ça nous permet de peser et ça n'empiète en rien sur notre souveraineté militaire, puisque vous savez que dans le pacte de l'OTAN, il y a un article 5 qui dit que nous restons souverains dans l'utilisation de nos forces et que nos forces, évidemment, nous les utilisons. C'est une différence avec Éric Zemmour et Marine Le Pen. Hein. Mais c'est vous ne sortez différent pas du commandement intégré de l'OTAN. On n'est pas en 1966. Aujourd'hui, on est dans un monde où je crois, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que dans l'OTAN doit se créer un pilier européen. Un pilier européen parce que les Américains sont en train de se tourner. Vous y croyez vraiment, le disant ? Oui. Parce que les Américains sont en train de se tourner. Un pilier franco-allemand. Parce qu'on n'est plus en pleine guerre froide. Pendant la guerre froide, les États-Unis étaient en vraie confrontation avec la Russie. Aujourd'hui, les États-Unis, leur vraie confrontation intellectuelle et puissante, c'est la Chine. Donc vous voyez bien que si l'Europe ne décide pas de prendre son destin en main, y compris son destin militaire, eh bien alors nous n'aurons pas... Là, ce sont des belles paroles. Attendez, non, ce ne sont pas des belles paroles, ça veut dire aussi des budgets, chère Madame Mabrouk. Ça veut dire que moi, sur la table, je mets 108 milliards de plus, je mets des budgets bien plus importants qu'Emmanuel Macron, j'aide d'ailleurs nos militaires à reconstituer leur stock de munitions, parce que vous avez vu qu'il y a une mission parlementaire, sénatoriale, qui vient de dénoncer le fait que nos militaires n'ont pas assez de munitions aujourd'hui pour faire face à un conflit de haute intensité. Pas au-delà de 2 semaines. Pas au-delà de 2 semaines, vous vous rendez compte? Donc il y a eu un rapport sénatorial du sénateur Jean-Louis Thierriot et il demande qu'on crée un fonds d'urgence de 3,5 milliards pour pouvoir commander des munitions et avoir des stocks de munitions. Ça, donc, oui, il faut qu'on ait un pilier européen dans l'OTAN. Et ce pilier européen, il faut le faire évidemment avec nos alliés allemands. Mais qu'est-ce qu'on leur dit, Madame Pécresse? Les Allemands, ils choisissent les avions américains, ils choisissent même pour lancer leurs satellites SpaceX et non pas Ariane. Quel camouflet! Mais ça, c'est un autre sujet. On peut parler du spatial dans une seconde, mais les Allemands viennent quand même de dire qu'ils allaient mettre 100 milliards d'euros sur la table pour la défense. Ce qui est quand même un revirement très important. Ça veut dire qu'ils sont quand même en train de se rendre compte qu'ils auront besoin de participer vraiment à la défense de l'Europe. Donc oui, le sujet, il est simple. Nous avons besoin d'un couple franco-allemand équilibré. Et c'est vrai que Ariane 6 a pris du retard, et ça, c'est pas normal. Mais
vous avez remarqué qu'Emmanuel Macron, tous les projets industriels qu'il a lancés dans son quinquennat ont pris du retard. Alors, attendez. De l'EPR de Flamanville. Ça prend un peu de temps, Madame Pécresse. C'est pas lui l'EPR de Un projet Flamanville. industriel, ça prend 10 ans. Un EPR, ça prend 10, 15 ans. Oui, mais ça ne prend pas 5 ans de retard tous les mandats, c'est autre quand même. chose, mais ça prend du oui, temps. mais vous savez, c'est quand même très important. Ne pas réussir à monter des projets industriels en un temps normal, c'est le mal de la France. Et c'est pour ça que je veux débureaucratiser. C'est pour ça que je veux regouverner ce pays. C'est pour ça que je veux reconstruire la France. C'est parce qu'aujourd'hui, on souffre. Vous savez, connaissez ce beau mot de René Char. Il disait la détresse des choses ingouvernées. Eh bien, moi, je veux mettre fin à la détresse des choses ingouvernées. Mais vous nous direz comment vous faites dans un pays souvent qualifié d'ingouvernable. Ça, c'est autre chose. Vous nous direz comment vous faites. Les projets industriels en France doivent pouvoir être menés dans un temps relativement raisonnable et pas prendre des délais colossaux. Vous savez pourquoi ça le fait? C'est parce qu'on a des délais de recours en justice sur chaque décision. Moi, je veux qu'on puisse labelliser un certain nombre de projets d'intérêt local, départemental, régional, national, et que quand on sera labellisé projet d'intérêt national, les procédures soient raccourcies et les délais de justice raccourcis et qu'on puisse juger en moins de 6 mois. C'est pas normal qu'on mette 15 ans à réaliser un projet. C'est pas normal qu'Ariane 6 ait pris autant de retard. Vous savez que nous avons besoin d'un accès à l'espace autonome. Et cet accès à l'espace, si c'est pas à travers les Américains, c'est une perte de souveraineté. Bien. Nous perdons en ce moment notre souveraineté. Vous avez parlé de l'embargo sur le gaz et le pétrole russe. Mais nous avons besoin d'une énergie indépendante et souveraine. Qu'a fait Emmanuel Macron? Il a fermé Fessenheim, il a annoncé la fermeture de 14 réacteurs. On peut dire merci à la France depuis des années, depuis De Gaulle, pour avoir fait ces choix énergétiques qui nous sauvent aujourd'hui. Emmanuel Macron a fait l'inverse. Pendant 5 ans. Il a changé d'avis. Non, il a changé d'avis il y a quelques semaines parce que l'opposition que j'incarne lui a dit que c'était absolument fou et que pour atteindre l'objectif écologique de 0 carbone en 2050, on ne pourrait pas se passer du nucléaire. Donc il a fait une volte-face. Serions-nous un peu taquine ce soir pour vous rappeler que ça arrive pour vous aussi, président de la région Île-de-France, vous vouliez vous désengager un peu du nucléaire? Non, c'était en 2018. Non, attendez, madame Mabrouk. C'était pas... Vous confondez la stratégie régionale énergétique de l'Île-de-France et la stratégie française de la présidente de la République. Je ne confonds pas. En Île-de-France, vous avez président de la région Île-de-France et vous aspirez être président. Nous n'avons pas de centrale nucléaire. Et il n'était pas question d'en installer une nouvelle. Donc j'avais dit que dans ma stratégie pour l'Île-de-France, il allait falloir qu'on produise de l'énergie pour sortir de notre dépendance à l'énergie importée qui venait dehors de l'Île-de-France et qu'on devait devenir producteur d'énergie parce qu'on était énormément consommateurs. Je pense que vous ne me reprocherez pas d'avoir voulu que ma région capitale, au lieu d'importer l'énergie des autres et de prendre l'énergie des autres régions, produise elle-même son énergie. Donc j'avais dit, il va falloir faire du biométhane, des biocarburants, du biogaz, du solaire, de la géothermie. J'avais dit, mettons-nous à produire notre énergie puisque nous n'aurons pas de centrale nucléaire en Île-de-France. Encore une petite question avant de passer à la question centrale des réfugiés. Vous n'êtes pas favorable à un élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine. Vous êtes réticente. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Moi, je ne suis pas favorable à un élargissement dans le prochain mandat de l'Union européenne. Parce que à quelques pays que ce soit. À quelques pays que ce soit. Et je demande qu'on arrête de continuer à payer je ne sais combien de millions d'euros chaque année pour le processus de préadhésion de la Turquie. Parce que la Turquie ne rentrera jamais dans l'Europe, ça n'est pas un État européen, c'est un État avec lequel nous devons avoir un partenariat, mais pas la faire entrer. Mon sujet sur l'élargissement est le suivant. Moi, je suis patriote et européenne, mais je veux une Europe qui se défende et qui se protège. Je veux une Europe, justement, avec une vraie taxe carbone aux frontières, qui protège nos productions. Je veux une Europe de la production agricole, pas de la décroissance agricole. Aujourd'hui, vous l'avez vu, nous sommes dépendants sur le plan alimentaire pour la première fois depuis 1945. Notre balance commerciale agricole est déficitaire et l'Europe a adopté, sous la présidence d'Emmanuel Macron, un projet qui s'appelle « De la ferme à la fourchette », qui organise la décroissance agricole du continent. Moins 12% faut faire l'inverse de production. Mais bien sûr, il faut faire l'inverse. Il faut retrouver notre souveraineté agricole. Tous les grands pays agricoles réarment leur agriculture, que ce soit les États-Unis, la Chine ou la Russie. Et nous, à l'heure du réchauffement climatique, à l'heure des, peut-être, de grandes famines sur le continent africain. On va en parler, parce que nous allons parler des réfugiés, mais on doit réarmer notre Europe. On doit faire un Buy European Act, c'est une préférence européenne. On doit faire la réciprocité sur les marchés publics. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que des
compétiteurs chinois puissent venir candidater sur les marchés publics européens et les Européens pas candidater sur les marchés chinois. Donc je veux reconstruire cette Europe autour d'un certain nombre de principes et c'est ça qu'il faut faire en premier avant d'élargir à d'autres. Bien. Une autre question qui touche évidemment à l'Europe et plus singulièrement à la France aussi, c'est l'afflux des réfugiés ukrainiens qui est incessant d'abord bien sûr vers les pays limitrophes. On va voir une carte vraiment édifiante, éloquente. On va voir les pays vers lesquels tous ces femmes, beaucoup, ces enfants, ces familles arrivent. La Pologne, la Hongrie, la Slovaquie ou encore la Moldavie. De nombreuses familles ukrainiennes sont aussi arrivées en France. Près de au sens large, 10 millions d'Ukrainiens, imaginez-vous, 10 millions d'Ukrainiens ont quitté soit leur ville, soit leur pays, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Alors aujourd'hui, on estime qu'il y a 20 000 réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en France. Valérie Pécresse, c'est un flux qui ne va pas se tarir au regard de ce que l'on voit, même si certains vont rester dans les pays limitrophes pour tenter de rentrer chez eux. Qu'est-ce que vous proposez? On les accueille sans limite, ceux qui nous demandent, ces femmes et ces enfants, à venir en France, au nom du droit d'asile. Il s'agit d'un cas très singulier. C'est vraiment un peuple qui est victime de la guerre. C'est un peuple qui veut rentrer chez lui le jour où la paix reviendra. Donc je crois qu'il faut leur donner la protection provisoire, cette protection qui est donnée pour 1 an automatiquement aux ressortissants d'un pays en guerre qui viennent chercher l'asile en France. C'est la tradition de la France. Il faut le faire. Quelle limite d'asile qui est donnée là, qui est renouvelable. C'est une protection provisoire. Jusqu'à quelle limite? On va jusqu'à 100 000, c'était le seuil fixé par Emmanuel Macron. On peut aller plus loin? 100, 150 000, 200 000 Écoutez, personnes. moi je ne sais pas combien de personnes vont arriver. Ce que je sais et ce que je vois sur votre carte, c'est que leur premier souhait, c'est évidemment de rester au plus près de chez eux. Donc il ne faut pas uniquement organiser l'accueil en France. Il faut aussi aider les pays limitrophes qui sont soumis à une pression migratoire complètement 2 millions de personnes en énorme. 2 millions La Pologne, la première, ou la Roumanie. Donc il faut qu'on marche sur les 2 jambes et qu'on soit en soutien des 2, mais il faut qu'on les accueille. Bien, faites-vous, Madame Pécresse, une différence, ou alors constatez-vous, assumez-vous qu'il y ait un accueil à géométrie variable entre des réfugiés européens, et là en l'occurrence ukrainiens, et d'autres réfugiés. Alors on peut prendre l'exemple des Syriens, des Afghans, peut-être d'autres à venir. Est-ce que vous dites oui, c'est ainsi, comme certains le disent, comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour? Et Marine Le Pen dit oui, les pays européens doivent accueillir prioritairement les réfugiés européens, et puis par exemple les pays arabes, méditerranéens ou africains, eh bien les réfugiés africains ou arabes de manière générale. D'une manière générale, ce n'est pas tout à fait la même chose. On le voit bien. On a une proximité géographique qui fait que nous aurons nécessairement beaucoup plus de réfugiés ukrainiens. Moi, mon sentiment, c'est l'immigration économique, c'est non. L'immigration des persécutés, c'est oui. Voilà. Donc tous les réfugiés de guerre, pour vous, quelle que soit leur origine, leur nationalité, ont vocation à venir en France? À demander l'asile en France. Après, ils l'ont ou ils ne l'ont pas, selon effectivement les procédures et la réalité. Ce que juge la France de la réalité des persécutions dont ils font l'objet. Parce que beaucoup aussi de demandeurs d'asile sont en réalité des faux demandeurs d'asile qui demandent l'asile pour des raisons économiques. Et c'est pour ça que dans mon programme, moi je propose qu'on fasse ce qu'a fait la Grèce, qui a réussi à faire baisser de 80 000 à 10 000 le nombre de clandestins qui ont passé sa frontière en 1 an. C'est de mettre en place un asile à la frontière et de permettre d'examiner les demandes d'asile en l'espace d'1 mois. Ce qui permet, quand la personne n'est pas un vrai demandeur d'asile, de pouvoir la renvoyer dans son pays d'origine. Est-ce qu'il faut être vigilant tout de même à ceux qui arrivent d'Ukraine? Vérifier, encore une fois, les passeports, vérifier qu'ils sont bien ukrainiens? On a eu quelques exemples de migrants. Évidemment, il faut que l'asile soit garanti à ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux dans un pays qui n'est pas en guerre. Là, nous parlons d'un afflux de réfugiés. Est-ce que vous imaginez, vous au pouvoir, demain, vous l'avez cité, il y a des émeutes, des révoltes de la faim dans les pays du pourtour méditerranéen. Ça voudra dire un flux migratoire énorre. Vous êtes au pouvoir, vous faites face à cela. On va avoir une vraie obligation de produire des biens alimentaires et de faire de l'aide. Là, c'est une question d'urgence. Mais non, mais là, j'en suis totalement convaincue. De l'aide alimentaire, c'est des sujets qui sont éminemment donc c'est une politique vraie, et éminemment humanitaire. Oui. On a besoin aujourd'hui, nos destins sont liés, on a besoin peut-être d'organiser de l'aide alimentaire. Et ce sera au niveau européen que ça devra se faire. Première question de Français, il s'appelle Boubacar, il a 62 ans, il est consultant économique, il vous pose une question à propos de votre politique étrangère vis-à-vis de l'Afrique. Boubacar Tounkara, j'ai 62 ans et je suis consultant économique. Voilà. Ma question à Valérie Pécresse,
quelle serait sa politique étrangère vis-à-vis de l'Afrique durant son mandat si elle est élue? Alors, votre réponse. Écoutez, ce qui me frappe, c'est que la France n'a jamais eu une aussi mauvaise image en Afrique. Et c'est incompréhensible. Quand vous voyez que même un pays comme le Gabon envisage d'adhérer au Commonwealth britannique, vous vous dites, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on a raté? Quand vous voyez au Mali 58 militaires français qui ont payé le prix du sang pour protéger le peuple malien de l'islamisme, et que vous voyez qu'en réalité nous avons une mauvaise image au Mali. C'est la junte militaire qui nous fait une mauvaise image. Je ne sais pas si parmi tous les Maliens pourraient être... aussi les Wagner qui font... Oui. Mais oui, mais une campagne anti-française. Bien sûr. Mais il y a une campagne orchestrée anti-française contre nous, Madame Oui, Pécresse. mais elle existait avant l'arrivée de la junte, et vous le savez bien. Et d'ailleurs, c'était une souffrance pour nos soldats. Donc le sujet, c'est au Mali, mais ça n'est pas qu'au Mali. C'est dans beaucoup de pays où on voit aujourd'hui l'image de la France se dégrader. Et moi, je n'arrive pas à le comprendre. Pas avec l'ampleur de l'aide au développement française. Donc je crois qu'il va falloir repenser complètement notre partenariat avec l'Afrique. Et il va falloir que l'Agence française de développement soit vraiment un outil qui soit au service d'un vrai partenariat avec les États africains, qu'on arrête de faire du multilatéral, qu'on fasse beaucoup plus d'aides liées, que l'aide au développement française soit beaucoup plus dirigée vers l'Afrique et moins vers la Chine ou la Turquie, parce que je suis désolée, mais l'aide les française... questions difficiles, vous vous désengagez du Mali. Vous, au pouvoir, vous poursuivez le désengagement. Parce que moi, je voudrais vraiment qu'on donne la priorité au co-développement de l'Afrique, mais qu'on le donne vraiment dans un partenariat où les pays africains sauront que c'est grâce à la France que se font les projets. Là, aujourd'hui, on a l'impression que finalement, on donne, mais que c'est un peu dans le vide. C'est dans le cadre de programmes multilatéraux. Personne ne sait que c'est grâce à la France. Ce n'est pas les entreprises françaises qui en bénéficient. Donc moi, je veux un nouveau partenariat avec l'Afrique, où vraiment la France et l'Afrique travaillent la main dans la main. Mais on a l'argent pour le faire. Si l'Agence française pour le développement se met à vraiment financer l'Afrique, 40% seulement de l'aide de l'AFD va à l'Afrique. Or, vous l'avez bien compris, nos destins sont liés. Mais qui vous nous venez de le remplace dire sur place, Madame vous-même. Pécresse? Les Chinois, les Russes, ils sont sur place, ils prennent les marchés. Mais bien avant sûr, nous. parce qu'on ne fait pas d'aide liée, parce qu'on ne s'autorise pas à faire de l'aide liée, alors que les autres pays qui sont beaucoup plus réalistes et pragmatiques que nous, quand ils font de l'aide au développement, c'est lié à des contrats aux entreprises de leur pays. Nous, on finance des contrats avec des Chinois ou avec des Russes. C'est vraiment pas, à mon avis, la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est vraiment de faire un partenariat donnant-donnant, y compris évidemment sur la question migratoire. Moi, je veux mettre en place des quotas migratoires pour pouvoir reprendre le contrôle de notre immigration incontrôlée avec un vrai donnant-donnant. Les clandestins rentrent chez eux et les pays qui n'acceptent pas de donner des laissez-passer consulaires pour reprendre les clandestins, c'est zéro visa de travail, zéro visa étudiant et zéro visa. On a posé la question aux Français, un sondage. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'instauration de quotas d'immigration par métier et par pays? Regardez la réponse de ceux qui ont été sondés pour CNews par l'Institut CSA. 59% sont pour, 40% sont contre, ça va dans votre sens. Est-ce que c'est réalisable? Comment est-ce que vous allez vous baser sur les métiers en tension? Est-ce que vous allez dire, par exemple, il y a l'enseignement est un secteur en tension. Vous allez instaurer des quotas pour recruter des enseignants? C'est pas comme ça que ça marche. Le sujet aujourd'hui, c'est d'abord de définir effectivement par pays et par zone géographique, c'est le Parlement qui le décidera, quels sont les personnes, le nombre de visas qu'on veut obtenir maximum par an. Et on ne traite pas de la même façon les pays qui sont coopératifs avec la France et les autres. Ceux qui reprennent leurs clandestins, ceux qui ne les reprennent pas. C'est un premier critère qui est le premier des critères. C'est-à-dire, est-ce que le pays pose un problème de relations bilatérales ou est-ce qu'il n'en pose pas? Ensuite, une fois qu'on a défini les pays, on regarde les types d'immigration. Et on a plusieurs types d'immigration, des immigrations étudiantes. Là, il faut qu'on organise une sélection. De toutes les façons, à l'entrée à l'université française, il faut maintenant une orientation sélective. Je le dis, c'est l'étape 2 de l'autonomie des universités. On a aujourd'hui un dispositif qui s'appelle Parcoursup. C'est un espèce d'algorithme opaque. Les familles ne savent pas comment les enfants peuvent ou pas rentrer dans telle ou telle filière. Donc il faut faire l'étape 2 de l'autonomie des universités. Ça veut dire une orientation sélective. Ça veut dire que les universités doivent donner des critères de choix. Et ça veut dire que les étudiants, y compris les étudiants étrangers, devront pouvoir passer un examen d'entrée dans les universités françaises. C'est une grosse filière d'immigration pour vous? L'entrée sans sélection, ça, c'est fini. Parce que moi, je veux les meilleurs. Je veux les meilleurs étudiants des pays, de tous les pays qui viennent, comme
les Américains, comme les Britanniques, comme les Allemands. Je ne veux pas qu'on vienne en France uniquement parce qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée de l'université. Ça n'est pas possible. Donc, on aura des visas pour les étudiants. On aura des visas de travail. Alors, pour les métiers, parce que on travaille avec on va juste regarder la liste des métiers en tension aujourd'hui en France. Les branches professionnelles. Ben regardez quand même, parce que c'est pas inintéressant. Il y a aujourd'hui dans les métiers en tension, agent d'entretien, enseignant numéro 2. On manque d'enseignants. Comment on fait? Ah non, mais les enseignants, c'est de la fonction publique, donc c'est forcément des Français. D'accord. Ça, il n'y a pas de sujet. Non, aide à domicile, agent d'entretien, conducteur de véhicule. Mais vous savez, ça m'intéresse cette liste, parce que cette liste, elle est très intéressante. Moi, j'ai entendu Éric Zemmour ou Marine Le Pen dire immigration zéro. J'ai entendu Boris Johnson, le Premier ministre britannique, dire immigration zéro en Grande-Bretagne. Il a tenu 3 mois. Il a tenu 3 mois parce qu'effectivement, il n'arrivait pas à trouver des ouvriers en manutention pour faire la logistique. Donc c'est un slogan pour vous. Il n'arrivait pas. Mais bien sûr, c'est un slogan. Parce qu'on a des métiers en tension dans lesquels on sera obligé d'avoir une immigration de travail. Mais le problème, après, c'est quand on a cette immigration de travail, c'est qu'il faut aussi donner des garanties d'assimilation. C'est-à-dire passer un examen de français. Un examen de français avant de venir. Et puis, s'engager à respecter les valeurs de la République. Avant de venir. Avant d'avoir reçu des cours de français. Dans le cadre des instituts français, avant de venir. Quelque chose qui nous interpelle, Valérie Pécresse, vous dites c'est un donnant-donnant, et je dirais aux autres pays avec lesquels nous échangeons, avec lesquels nous avons d'ailleurs des relations dans la lutte contre le terrorisme, c'est comme ça, ou sinon c'est zéro visa. Mettons-nous, vous êtes au pouvoir dans quelques semaines, vous dites ça à l'Algérie. L'Algérie en ce moment, il ne vaut mieux pas trop se fâcher avec le gaz algérien, on pourrait bientôt en avoir besoin. Est-ce que vous pourrez leur dire les yeux dans les yeux, eh bien si c'est comme ça, moi, j'arrête tout, zéro visa. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Écoutez, le président Macron a essayé. Alors pourquoi vous allez arriver là où il a essayé parce qu'il n'a pas pris les bons visas. Lui, il a pris les visas de court séjour. Or, les visas de court séjour, malheureusement, on peut les demander dans n'importe quel pays d'Europe, c'est Schengen. Et donc, il suffit d'aller prendre un visa pour la Belgique et ensuite de prendre un Paris-Bruxelles. Non, il faut des visas de long séjour. Il faut supprimer les visas de long séjour. Et il faut dire, écoutez, vous reprenez vos clandestins. Non, mais je pense qu'il y a un donnant-donnant à obtenir. C'est pas possible autrement. On peut pas, on doit se faire respecter. Et si on doit acheter du gaz aux Algériens? Eh bien, on trouvera du gaz ailleurs. Vous savez, il y aura, à un moment donné, il y a du pragmatisme. On va citer les pays. Oui. Oui. Donc, pragmatisme et réel politique. Oui. Jusqu'où va votre pragmatisme, Valérie Pécresse? Parce que là, nous avons parlé d'immigration. On a bien compris que vous n'êtes pas pour le slogan immigration zéro, mais vous êtes pour C'est pas que je ne suis pas pour, c'est que je pense que ça ne marche pas. C'est l'impuissance. Bien. Pour le pragmatisme, une immigration. Et puis parce que je voudrais savoir qui va s'occuper de nos aînés, qui va s'occuper de notre logistique, qui va s'occuper d'aller dans un certain nombre de métiers. Et plus largement, vous assumez, c'est une réalité, dites-vous, une société métissée. Vous l'avez écrit il y a quelques années. C'est pas que je l'assume. C'est qu'elle est là. C'est la France. Bien. Alors jusqu'où, justement, vous l'avez... Mais elle est française. Très bien. Alors, elle est française, mais est-ce qu'elle est cosmopolite? Est-ce qu'elle est multiculturelle? Est-ce que c'est une société monde dans votre esprit? Non, c'est une société française. C'est-à-dire, vous pouvez développer... Vous, Madame Mabrouk. Oui, mais c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si je peux ça veut dire, non, mais ça veut dire que c'est une société qui respecte, aime la France et respecte ses valeurs et son identité, et qui respecte nos lois et qui est fière de son histoire, qui considère que l'histoire de la France c'est son histoire, quelles que soient ses racines. Voilà, c'est ça ma France. On essaie de comprendre entre grand remplacement et créolisation. Où est-ce que vous vous situez? Je suis française. Vous donc au milieu. Je suis française. Je suis pour une France fière de son identité, fière de son histoire, fière de ses valeurs, fière de ses traditions, fière aussi d'avancer vers un avenir commun. Voilà. Je suis une France commune, je vais vous dire. Commune. Expliquez-nous, c'est quoi pour vous être français? La France, c'est un choix. C'est un choix. On l'a choisi. C'est la France du sang versé. C'est pas la France du sang reçu. C'est la France de la Légion étrangère. Ma France, c'est une idée. C'est d'abord un idéal. Et une fois qu'on a choisi cet idéal, eh bien, on s'adapte au mode de vie français, aux lois de la République française. Parce que sinon, on n'a pas la nationalité française. Marion Maréchal, le problème de l'assimilation, beaucoup sont français, hein. C'est pour ça que je veux réformer puissamment l'école, remettre dans l'école un certain nombre de fondamentaux, le français, les mathématiques, un examen avant l'entrée en sixième, des sixièmes de consolidation pour que les fondamentaux soient bien tenus, parce que les fondamentaux, c'est ce qui structure la culture, et le français en fait partie, c'est une de mes grandes causes, et puis la fierté de l'histoire de France. Moi, je souhaite aujourd'hui qu'on soit fiers d'avoir des héros. Je souhaite que le 10 novembre,
qui est entre l'anniversaire du général de Gaulle le 11 novembre, la commémoration de tous les morts pour la France. Je souhaite que le 10 novembre, nous ayons une journée des héros français. Et des héroïnes. Qui ont fait la France et des héroïnes. Pour moi, c'est le mot est générique. Ça se décrète l'amour de la France? Non, mais parce que vous mettez une journée en plus. Attendez, pardon, toutes les deux, vous êtes redoutables dans le ping-pong. Non, on essaie de comprendre. Mais non, une journée des héros, je voudrais que dans toutes les matières, on puisse parler des grands chercheurs, des grands écrivains, des grandes figures de l'histoire, des grands géographes. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a perdu ce sens de notre légende, de notre épopée. Moi, je veux... Vous savez, quand un grand chercheur aux États-Unis a un prix, eh bien, c'est le 20h. Et il reçoit de l'argent. Pas forcément, mais c'est le 20h. Oh, il reçoit de l'argent, mais c'est le système américain. Mais ça, c'est pas mon système de valeurs et pas basé sur l'argent et tout marchand. Non, mais ça aide pour chercher les je crois qu'il y a une civilisation européenne et une civilisation américaine, pas tout à fait complètement les mêmes valeurs. Mais bon, en tout cas, sur le grand chercheur, il a le 20h. Voilà. Aujourd'hui, Madame Chevalier, quand elle a eu son prix Nobel, elle est française, elle l'a eu aux États-Unis. On n'a pas eu la réponse entre grand remplacement et créolisation. Vous me dites, je suis française. J'allais vous dire, nous aussi, je le suis aussi. Mais pour autant, ça ne définit pas où vous mettez le curseur entre une société créolisée voulue par Jean-Luc Mélenchon totalement et un grand remplacement craint par Éric Zemmour. Mais moi, je suis pour une société de l'assimilation à nos valeurs. C'est ça. Moi, je crois, j'ai toujours cru à l'intégration et à l'assimilation. Donc, voilà, c'est à ça que je crois. Je crois à la France. Vous faites une différence entre les deux. Marion Maréchal estime qu'en 2060, la société française sera africanisée. Vous le pensez aussi? Mais je crois que ce sont des théories qui sont là pour faire peur et pour nourrir la haine de l'autre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si on reprend le contrôle de notre immigration, c'est-à-dire si on arrive par des quotas migratoires à diviser par 2, c'est à peu près l'objectif que je me fixe, le nombre de visas, à arrêter les demandes d'asile qui sont en réalité des fausses demandes d'asile, à débusquer les faux mineurs isolés avec des tests osseux parce qu'ils ne sont pas mineurs et qu'ils doivent rentrer chez eux. Les préfets les accepteront? C'est de l'immigration économique. Les préfets les accepteront? Il faut que l'État fasse les tests osseux pour les départements, c'est ce que les départements demandent. On a des mineurs non accompagnés, comme on dit, qui ne sont pas mineurs, on le sait, les départements le savent. Et il faut que ce soit l'État qui s'en occupe. Donc si on arrive à mettre en place un vrai contrôle de ces fraudes à l'immigration, je pense qu'on n'a pas besoin de présenter des scénarios qui sont des scénarios des scénarios de la peur et des scénarios qui nourrissent la haine. Que moins d'immigration égale plus d'assimilation? On essaie de comprendre votre logiciel. Moi, je pense que moins d'immigration, ça permet de reprendre le contrôle des frontières et ça permet de mieux accueillir et de choisir qui on accueille. Moi, je veux choisir qui j'accueille. Je veux accueillir des personnes qui ont envie de s'assimiler, qui ont envie de parler français, qui ont envie de respecter les valeurs de la France. Et j'ajoute que pour moi, la loi est au-dessus de la foi et donc de croyances religieuses, ce que j'inscrirais dans la Constitution française. J'inscrirais dans la Constitution française une disposition disant que nul ne peut se prévaloir de son origine ou de ses croyances religieuses pour échapper aux lois de la République. C'est ce que les sénateurs ont demandé. La Constitution oui, mais c'est ce que les sénateurs ont demandé. Je ferai en arrivant un référendum avec une loi constitutionnelle sur ces quotas migratoires dont on vient de parler, qui dira aussi que, on doit avoir 5 ans de résidence régulière en France pour toucher des allocations sociales non contributives, parce qu'on ne vient pas en France pour toucher des allocations, on vient pour s'intégrer, qui dira que le droit d'asile, c'est à la frontière et qu'on doit de le demander à la frontière, qu'on doit passer cet examen de français. Il y aura aussi tout un volet sur la sécurité et il y aura un volet sur la laïcité et la lutte contre l'islamisme. Parce que je pense que là aussi, on est d'un angélisme. Nous sommes malheureusement de commémorer, il y a quelques jours, les 10 ans des terribles attentats de Toulouse et Montauban. Je crois que sur ce sujet, on est d'un angélisme encore tout à fait. C'était un acte d'antisémitisme pour vous? C'était un acte pour détruire la France. C'était du terrorisme islamique? C'était du terrorisme islamique. Il y a eu 2 vagues. D'abord, on s'en est pris à des militaires français, à Montauban et à Toulouse. Ensuite, on s'en est pris à une école juive. On a voulu attaquer les Juifs de France, on a voulu attaquer les militaires de France, on a voulu attaquer la nation française. Je dis « on » parce que je refuse de citer le nom du terroriste, personne. parce que je n'en ferai pas un héros. Mais sur cette islamisme et antisémitisme sont liés pour vous? L'islamisme est évidemment très antisémite par nature, mais l'islamisme, c'est un totalitarisme. L'islamisme veut détruire
notre civilisation. Donc, par définition, il veut nous détruire, nous aussi, tout comme il veut détruire le peuple juif. Donc, on a aujourd'hui besoin, et les Juifs de France, c'est la France. Donc, on a besoin aujourd'hui de nous protéger contre ce totalitarisme islamiste qui veut nous détruire. Nous avons des garde-fous quand même, ils ne sont pas suffisants, mais nous ne sommes pas... on dirait que vous dites que rien n'a été fait depuis ces terribles attentats, les différents chocs puissants que nous avons eus. Il y a eu un début de prise de conscience en fin de quinquennat. Début de prise de conscience en fin de quinquennat d'Emmanuel Macron. Toute la société en général d'ailleurs. Hein. Parce que vous dites le politique, mais c'est à la société en général de prendre conscience finalement et de s'armer. La prise de conscience de la société, elle date de bien avant. Moi, j'ai été élue présidente de région en décembre 2015, au lendemain des attentats du Bataclan. Je peux vous dire que la prise de conscience de la société française sur le totalitarisme islamiste, elle date de bien avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, lui, a pris conscience de la gravité de la menace dans un discours qui est resté célèbre, qui s'appelle le discours des Mureaux, mais qui est très tardif. Et le problème aujourd'hui, c'est que la France n'est pas armée face à ce totalitarisme islamiste. Et dans la loi constitutionnelle que je veux faire voter, il y aura au moins 3 grandes dispositions. D'abord, je vous ai dit le fait que la loi est au-dessus de la foi. Nul ne peut se prévaloir de son origine ou de ses croyances pour échapper aux lois de la République. Et puis il y aura des mesures plus concrètes, des peines de rétention de sûreté pour tous les terroristes islamistes qui vont sortir de prison dans les années qui viennent et qui restent extrêmement dangereux. On a ces peines de rétention de sûreté pour des psychopathes très dangereux, qui restent en prison. En rétention de sûreté, dans des centres de rétention de sûreté à l'issue de leur peine. Ultra surveillés, j'imagine. Et absolument, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour, c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait mis en place, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour les personnes qui sont dangereuses pour elles-mêmes et pour autrui quand elles sortent de prison, premièrement. Deuxièmement, la consultation des sites djihadistes sera pénalisée. Ça fait 2 fois que le Conseil constitutionnel annule une disposition du Sénat en ce sens. Ça n'est pas normal que consulter des sites pédophiles, ce soit criminel, consulter des sites de décapitation, ce soit pas criminalisé, ce ne soit pas pénalisé. Et l'idéologie, et l'antichambre, et la zone grise, pardonnez-moi. Pardon, mais une troisième chose. Parce que là... Moi, je veux aussi qu'on aide les entreprises et les administrations et que la radicalisation islamiste devienne une cause sérieuse de licenciement. Pourquoi ? Dans les entreprises. Dans les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, elles nous le demandent. Elles me le demandent. J'étais l'autre jour sur le terrain, dans un département que je ne citerai pas pour pas le citer, pour pas le stigmatiser, mais un chef d'entreprise est venu me dire « Madame Pécresse, j'ai ce problème. Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ?» Qu'est-ce que vous lui avez dit ? C'est à lui de signaler. Est-ce que c'est au chef d'entreprise de signaler ce qui pense être un délit, donc, ou en tous les cas, ce qui constitue aujourd'hui un acte de radicalisation ? Non, mais lui, ce qu'il souhaitait, c'était pouvoir se séparer de ce salarié, parce qu'il considère que ce salarié peut présenter un danger pour la communauté de ses salariés de son entreprise. Vous savez qu'il y a eu malheureusement dans certaines entreprises... Mais comment ça se passe concrètement ? Et dans la préfecture de police, à la préfecture de police de Paris, des choses. Donc, il faut que, s'il a un certain nombre de soupçons, il puisse saisir le ministère... Avec des critères précis, avec des critères évidemment précis, et il puisse décider de licencier ce salarié. On va avancer, on va passer à quelques questions de campagne. Avec votre campagne, quand on regarde les sondages, on voit qu'il y a un frémissement, que ça semble repartir vers le haut. Néanmoins, vous êtes encore loin de la qualification pour le second tour. Comment est-ce que vous voyez les prochains jours ? On est à quelques encablures de l'élection présidentielle. Est-ce que vous doutez ? Est-ce que vous avez des moments de doute ou pas du tout ? D'abord, ce que je dis aux Français, je leur dis, ne vous laissez pas voler cette élection comme en 2017. La candidate de la droite qui a un programme de remise en ordre dans la rue, à nos frontières, qui a un programme de reconstruction des grands services publics. On a parlé de l'école, mais on peut parler de la santé, de la justice, qui veut baisser les impôts, baisser les dépenses, baisser la dette. Elle est devant vous. Non, on parle de vous. Hein. D'abord, elle est devant vous. Oui, mais c'est important parce que je crois qu'aujourd'hui, oui, mais c'est très important. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une confusion. C'est la rencontre d'un homme et d'un peuple, et donc d'une femme et d'un peuple. Donc on vous demande, vous, Valérie Pécresse, aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes ?
extrêmement offensif et extrêmement déterminé. Parce que je crois que c'est les solutions que je porte qui sont les bonnes pour le pays. Aujourd'hui, avec la crise Covid et la guerre en Ukraine, on a occulté le débat sur l'état de la France. Et l'état de la France, eh bien c'est ça, c'est cette montée de la violence, cette immigration incontrôlée, mais c'est aussi cette dette qui est montée de 1000 milliards d'euros, dont on ne parle plus depuis alors qu'on est dans une campagne où l'avenir de nos enfants devrait être l'enjeu. La nation française devrait être l'enjeu, comme on refait nation. Tous ces sujets-là, on n'en parle pas. L'état de service public. Valérie Pécresse. Oui, on va décliner tout cela. Mais vous savez, c'est quand même esquivez. Ce qui est quand même très bizarre, c'est que d'habitude, dans une élection, une élection normale, on présente un bilan. Le candidat sortant présente son bilan et il dit « Je suis fier de ce bilan, regardez, j'ai bien travaillé, réalisez-moi ». Là, nous sommes aujourd'hui dans une campagne où le président esquive totalement le débat sur son bilan. Pourquoi ? Parce que le bilan n'est pas bon. Parce qu'on a 85 milliards de déficit de la balance commerciale alors qu'il avait promis de réindustrialiser. Ça veut dire que les chèques qu'il fait... Nous allons parler de vous. On parle encore de vous, Valérie Pécresse. Nous fait acheter des biens étrangers. Vous ne voulez pas parler de vous? Pardon, si, je veux bien parler de moi, bien sûr. Vous dites, par exemple, qu'Emmanuel Macron, ça nous a interpellés, a picoré dans votre programme. C'est la stratégie du coucou. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit contrefaçon. J'ai dit photocopie, contrefaçon. Ah non, j'ai dit contrefaçon, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est du mauvais plagiat. Et c'est pas un programme de droite du tout parce qu'il est dans le déni total sur les questions d'autorité. Je pose ma question. Mais en disant cela, est-ce que vous n'accréditez pas la thèse finalement que Macron-Pécresse, c'est la même chose et les électeurs de droite, peut-être certains qui nous regardent ce soir, vont dire on va choisir le président candidat puisqu'il est là, il a l'expérience, poursuivons avec lui. Mais alors, Madame Mabrouk, là, je pense que... Vous me dites, laissez-moi poser votre question. Laissez-moi poser votre question, mais écoutez-moi quand même avant de poser votre réponse question. Que ma question. Oui, non, mais c'est bien quand même de m'écouter avant. Ah ben j'essaie. Emmanuel Macron n'a pas du tout le même programme que le mien. Il n'a aucun programme sur la sécurité, aucun programme sur l'immigration. Retraite 65 ans, attendez, RSA. pardon, mais je vous dis, je parle de sécurité et d'immigration. Il n'a aucun programme sur la montée de l'islamisme. Il n'a rien sur la baisse de la dette. Il n'a rien sur les grandes réformes de l'État, de l'assurance chômage, qui permettrait de dépenser moins, dépenser mieux. Il a 2 fois moins de baisse d'impôts que moi. Sur le pouvoir d'achat, son programme, 2 fois moins audacieux. Sur les fonctionnaires, bien. On a donc lui, c'est lui, vous, c'est vous. Mais non, vous avez changé. Non, je vous dis que le programme de la droite, avec les réformes puissantes, les baisses d'impôts puissantes, la hausse de pouvoir d'achat puissante... Je ne comprends plus. Vous avez dit il y a quelques jours qu'il photocopie votre programme. Non, j'ai dit qu'il avait... pris des mesures de mon programme, ce qui est vrai. Il a pris des mesures, mais c'est du mauvais plagiat. C'est du mauvais plagiat. Je vous donne un exemple. Le RSA. Voilà. Moi, je veux mettre fin à l'assistanat et je veux valoriser le travail. Donc, qu'est-ce que je dis ? J'augmente les salaires de 10%. Et en revanche, quand on est au RSA, on doit faire 15 heures obligatoires d'activité, d'insertion. Parce que toute peine mérite salaire, mais tout salaire mérite aussi du travail. Bien. Emmanuel Macron dit je fais la même chose. Allez-y. Sauf que lui, c'est 15 à 20 heures. Volontaire. Voilà. Volontaire parce qu'il ne faut quand même pas les forcer. Ah si c'est volontaire et qu'il ne faut pas les forcer, c'est pas obligatoire. Et si c'est pas obligatoire, ça marche pas. Ça c'est du en même temps. Ça s'appelle du mauvais plagiat. Sur la réforme des retraites. Bon, on est déjà passé dans la deuxième partie. Non, mais vous me dites qu'est-ce qu'il reprend dans mon projet. Il reprend 3 choses en réalité vraiment. Le RSA. Mais sauf que chez moi, c'est obligatoire, chez lui, c'est volontaire, donc ça ne se fera pas. Il reprend la réforme des retraites à 65 ans. Alors là, il faut se retenir d'éclater de rire. Il est le seul président de la Ve République qui n'a pas fait de grande réforme des retraites pendant son mandat. Il l'a abandonné en cours de route. Et aujourd'hui, s'il la propose, c'est sans doute parce que j'ai eu le courage de la proposer avant lui. Bon. Mais le courage de la faire, c'est autre chose. On l'a proposé, on le note. Vous avez totalement raison, Madame Mabrouk. J'y viens. Monsieur Macron nous dit, croyez-moi, j'aurai le courage, alors qu'il a cédé à la rue une première fois dans sa première mouture de la réforme des retraites, qu'aujourd'hui en Corse, un cas incroyable à Corse. Monsieur Macron a le mépris des territoires depuis le début. Ça fait 5 ans qu'il ne calcule pas les régions, qu'il ne calcule pas les territoires, qu'il ne veut pas entendre parler de décentralisation. Moi, je suis profondément décentralisatrice. Dans mon projet, on donne le pouvoir aux territoires et je suis favorable à ce qu'il y ait des vraies différenciations territoriales. Donc moi, je suis favorable à des autonomies négociées dans le cadre de la République. Mais lui
qu'est-ce qui se passe? Des troubles en Corse? Alors, je lâche tout. Madame Pécresse, je cède à la peux rue. vous interrompre une seconde? Non, mais si Emmanuel Macron cède à la rue en Corse, ça veut dire qu'il cédera à la rue. Une information sur les lieux importants. Justement, on vient d'apprendre de la mort d'Ivan Colonna. Et il est mort des suites de l'agression qu'il a subie en prison à Arles par un détenu djihadiste. Est-ce que vous redoutez que ce décès ne mette à nouveau le feu aux poudres en Corse? Écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est le retour à l'ordre en Corse. Et j'appelle tous nos compatriotes corses au calme et à la retenue. Ce qui est arrivé à Ivan Colonna est évidemment dramatique. Emmanuel Macron a joué la montre sur le retour des prisonniers sur le sol corse. Il y avait une commission qui devait se réunir en décembre. Il a reporté après les élections, comme d'ailleurs tous les problèmes. Vous avez remarqué qu'Emmanuel Macron, son principe, c'est on reporte tous les problèmes après l'élection, comme ça c'est plus facile, on fait les chèques avant et l'addition, ce sera pour Restons sur ça. Mais sur Ivan Colonna, évidemment, c'est un drame et j'appelle vraiment à garder le calme et le sang-froid et à ne pas embraser la Corse. Nos forces de l'ordre ont été gravement agressées lors de manifestations à Bastia, avec des gendarmes mobiles pris pour cible, des engins explosifs qui leur ont été jetés. Comment ramener l'ordre? Est-ce qu'il faut renforcer les effectifs sur place? Je crois que c'est absolument indispensable dans le contexte actuel, oui. Oui, mais les renforts ont eu du mal à arriver, précisons-le. Et puis moi, je voudrais vous interroger sur une partie de la jeunesse, faire attention, corse, qui a, pour une partie d'entre elles, scandé « État français assassin ». État français assassin, qu'est-ce que ça vous inspire en voyant une partie quand même de cette jeunesse? C'est plus de 650 engins incendiaires qui ont été jetés il y a quelques jours sur les forces de l'ordre. C'est une véritable situation. Et avec la mort ce soir, et on espère évidemment que tout cela se calme, d'Ivan Colonna... Écoutez, ça me blesse personnellement parce que vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai des origines corses. Et mes grands-parents d'origine corse, mon grand-père était très très attaché à la République. Et il disait que les Corses étaient ceux qui avaient fait les plus grands préfets, les plus grands commissaires de police, et que les Corses avaient servi dans les armées. Et que, voilà, lui, il était pour... C'était un réponse. Qu'est-ce que vous proposez, vous tous, pour le préfet, quand même, et la veuve et la famille du préfet Erignac? C'est important, parlant des préfets, je vous en prie. Qu'est-ce que vous proposez sur la Corse, sur l'autonomie de la Corse? Il faut aller plus vite? Il faut aller négocier tout de suite? On ne négocie pas sous la pression de la rue. On négociera quand l'ordre sera revenu en Corse. Moi, je suis favorable, mais pas que pour la Corse. Je suis favorable à un grand pacte avec les régions. Je crois à la décentralisation. Je crois qu'aujourd'hui, notre pays est hyper bureaucratisé. Je crois que si nous nous désindustrialisons, si autant de Français perdent leur emploi aujourd'hui dans les territoires, si autant d'usines sont rachetées, si autant d'investisseurs partent investir à l'étranger, c'est parce que nous sommes devenus un État, un enfer bureaucratique. Et que cet enfer bureaucratique, on ne le résoudra que par la décentralisation. On l'a vu pendant la crise Covid. Quand on fait au plus près, on fait mieux et on fait plus vite. Et donc, je veux cette décentralisation. Je n'ai pas peur. Je suis régionaliste et patriote et européenne. Je n'ai pas peur de donner du pouvoir aux régions, avec évidemment un donnant-donnant. Et si on donne plus d'autonomie à une région, quelle qu'elle soit, il faut que ce soit avec des engagements de résultats. Bien. C'est-à-dire qu'il faut que les habitants de la région voient les résultats. Emmanuel Macron, sur l'emploi par exemple, il faudrait que l'emploi et l'économie soient donnés aux régions. Sur la santé, avec les déserts médicaux, il faudrait que l'ensemble de la santé soit donné aux départements. Vous avez des questions de Français qui vont vous interpeller parce que vous dites l'autonomie, décentralisation. Parfois, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces mots. Et c'est vrai que derrière l'autonomie, on ne sait pas ce qu'on y met. Alors, une question de Maréline. Elle a 35 ans. Elle est infirmière libérale. Elle vous pose sa question depuis Bastia. Écoutons-la. Bonjour, Marilyn, 35 ans, infirmière libérale à Bastia, en Haute-Corse. Valérie Pécresse, j'ai une question pour vous. Concernant l'autonomie en Corse, des discussions ont été engagées par le gouvernement. Est-ce que si demain vous êtes élue présidente de la République, vous continuerez ces discussions? Et si oui, sous quelle forme? Voilà, sous quelle forme? En fait, moi, avant ces dramatiques incidents et ces émeutes et ces violences... et désormais la mort d'Ivan Colonna. Et avant l'agression terrible d'Ivan Colonna, j'étais allée en Corse, discuter avec Gilles Simeoni pour parler justement de l'autonomie de la Corse. Donc moi, je suis favorable à ce qu'il y ait de l'autonomie, pas seulement en Corse. Je vous le dis, je suis favorable à ce que chaque région puisse prendre en fonction de ses spécificités
un certain nombre de compétences. Expliquez-nous ce qu'il y a derrière. Est-ce que les compétences régaliennes restent à l'État et d'autres sont transférées à la collectivité corse? Est-ce que c'est ça l'état d'esprit? Mais vous ne pensez qu'à la Corse. Moi, je pense projet national d'autonomie pour les régions avec des vraies compétences transférées aux régions. Et sur la situation de la Corse, eh bien, il y avait toute une série de demandes qui sont faites, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière sociale. Il y avait la question des déchets, il y avait la question des transports. Où vous mettez la limite? Parce que la République est indivisible. Où vous mettez la limite en disant non, là je ne peux pas, pardonnez-moi. Là ça remet en cause l'esprit même et la lettre de la République. Typiquement, pas de peuple corse, pas de co-officialité de la langue corse. Les Français sont assez hostiles à l'autonomie de la Corse, à l'enseignement immersif des langues régionales, vous voyez, parce que je considère que les langues régionales, c'est nos terroirs, et que les langues régionales, ça fait partie de l'identité. Un tout petit mot de ce que pensent les Français, un sondage CSA pour CNews. Êtes-vous pour ou contre l'autonomie de la Corse? 53% des Français se disent contre. 47% pour. Mais parce qu'on ne sait pas ce qu'on met derrière le mot autonomie. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Je pense qu'entre autonomie et indépendance, ils mélangent les deux. On avance? Oui, bien sûr. C'est l'une des questions essentielles de cette présidentielle, Valérie Pécresse. Évidemment, c'est le pouvoir d'achat et certains disent même le pouvoir de vivre dignement avec des prix qui explosent et des factures également. Précisons que les prix déjà ont monté avant la guerre en Ukraine, mais ça s'est aggravé. Vous avez plusieurs idées sur la table. On va en parler avec notre journaliste Élodie Huchard. Il y a des propositions à long terme et puis des propositions d'urgence. Que nous détaille Élodie ce soir? Oui, vous souhaitez que le travail paye plus que l'assistanat, c'est ce que vous dites, et donc vous faites un certain nombre de mesures pour que le travail paye davantage. En voici certaines. Vous promettez une hausse des salaires de 10% en 5 ans. Alors comment? Déjà 3% dès juillet 2022 en baissant les cotisations à vieillesse. À noter que cette hausse des salaires concernerait les personnes qui touchent moins de 2 800 € net par mois. Vous vouliez aussi permettre de convertir les RTT en salaire pour les personnes qui ne peuvent pas prendre de vacances ou qui préfèrent récupérer l'argent de leur RTT, une conversion sans charge et sans limite. Vous proposez aussi de défiscaliser les heures supplémentaires. Un mot pour une mesure concernant les retraités. Vous voulez favoriser et faciliter le cumul emploi-retraite. Et puis une mesure qui concerne les jeunes, la mise en place d'un revenu jeune actif d'un montant de 670 €. Il concernerait les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui s'engagent dans une formation dans les métiers en tension, donc on a du mal à recruter. Merci beaucoup Élodie Huchard. Alors face à l'urgence et à l'explosion des prix de l'énergie, vous voulez mettre en place un bouquet de pouvoir d'achat pour les Français. Vous dénoncez les effets d'annonce du gouvernement, mais avec le plan de résilience, est-ce que ce n'est pas une forme de protection de quoi qu'il en coûte énergétique que l'on offre aux Français? Alors moi j'étais favorable à un plan de résilience pour les secteurs les plus touchés. L'autre jour j'étais avec les pêcheurs qui n'arrivaient plus à sortir en mer, évidemment les transporteurs routiers, évidemment nos éleveurs. Donc il fallait que le gouvernement mette en place ce plan. Moi ce qui m'a choqué, c'est sur les prix de l'essence, c'est que j'avais demandé la transparence au gouvernement sur combien la hausse des prix de l'essence avait rapporté en supplément de taxes à l'État. Parce qu'on me dit, j'entends dire, que ces hausses de taxes, puisqu'il y a des taxes sur l'essence, ces hausses des prix, plus exactement, ont rapporté 25 centimes par litre de nouvelles recettes à l'État. Si c'est vrai, je ne comprends pas pourquoi l'État rend aux Français seulement 15 centimes et pas 25. Moi, je demande juste qu'on rende l'argent. Je ne demande pas, comme certains, c'est un peu démagogique, qu'on bloque les prix, qu'on creuse encore les trous dans la caisse. Je demande juste qu'on rende l'argent. Vous pensez à qui? On rende l'argent. Démagogues. Les autres, certains autres. Voilà, on va dire. Je ne désigne personne. Ils se reconnaîtront. Mais l'idée, c'est pour moi de rendre l'argent. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'État en a encore sous le pied. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une proposition qui a été faite et que je trouvais très intéressante, ce qui était de dire, et si des chefs d'entreprise veulent faire un chèque carburant, comme ils font un chèque ticket restaurant, pourquoi est-ce qu'on ne défiscaliserait pas les chèques carburant? C'est les indemnités kilométriques. Non, pas exactement. Parce qu'aujourd'hui, le chèque carburant, ce serait vraiment un chèque donné. Voilà. À des salariés qui en ont besoin. Les indemnités kilométriques, c'est très, très réglementé. Mais ça peut être défiscalisé. Les indemnités kilométriques, c'est défiscalisé sur la feuille d'impôt. C'est pas pareil. Il y a des opérations. Chèque carburant. Il y a des opérations escargots, il y a des dépôts de carburant. Vous savez, par exemple, quand on prend les transports en commun, aujourd'hui, on paye la moitié du coût des transports en commun aux salariés. Bien.
Précision bienvenue. Il y a des opérations escargots, il y a des dépôts de carburant bloqués puis débloqués. Il y a les pêcheurs, les agriculteurs, nos éleveurs, il y a tous les transporteurs, tous les professionnels qui sont liés à cela. Même si là, les prix de l'énergie stagnent, mais vraiment, on est dans la marche, si ça continue de s'aggraver, vous, là, au pouvoir, qu'est-ce que vous décidez au-delà de ce bouquet-là? Quand vous voyez que la colère gronde, que certains n'arrivent pas à se chauffer, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Parce que vous dites aussi les dettes, les déficits, il faut surveiller cela, mais évidemment, dans mon programme, il y a, comme vous l'avez vu, beaucoup d'économies, puisque je fais la réforme de l'État et que j'assume, je suis, je crois, la seule candidate qui le dit, que quand on est champion du monde des impôts, on doit pouvoir dépenser mieux et dépenser moins. Et je suis la seule qui assume de supprimer 200 000 postes de fonctionnaires dans l'administration administrante, en supprimant les doublons, en décentralisant, en numérisant. On y viendra. Mais oui, mais c'est très important. Parce que non, mais attendez. Je vous parle facture, vous me dites déficit. Oui, mais ceux qui nous écoutent ce soir, mais c'est pas en économisant qu'on va régler nos factures. Eh bien si, Madame Mabrouk. Parce que celui qui fait des chèques en creusant la dette, vous savez ce que c'est la dette? Bien sûr, c'est pour demain. C'est des impôts différés. Je suis d'accord. Eh bien oui, mais c'est un vrai problème. Donc moi je commence, et oui, mais moi je suis de droite, je commence par trouver l'argent. Vous savez, la différence entre la droite et la gauche, c'est que la droite sait que la générosité a un coût. Et donc que la droite va chercher les recettes, créer la richesse pour pouvoir être généreuse. C'est ça ma définition de la droite, vous voyez. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'à force de faire des chèques sans provision, un jour, les Français ils vont se réveiller et on va leur augmenter leurs impôts. Et ce sera après les élections. Vous êtes sûr que vous ne changerez pas votre logiciel en cours de route? Madame Mabrouk, oh là là, moi j'ai géré ma région. Pendant 5 ans, j'ai fait des économies et j'ai rendu l'argent aux Franciliens et ils l'ont vu. Et c'est grâce à ça que j'ai pu équiper, par exemple, tous les lycéens et tous les professeurs d'ordinateurs au moment de la crise Covid pour pouvoir faire du distanciel, ce que l'État ne pouvait pas faire parce qu'ils n'avaient plus les moyens de le faire. Donc vous voyez, quand vous faites des économies, quand vous êtes en bonne santé, ça vous permet, quand vous êtes en crise, de pouvoir mieux dépenser. Donc j'arrive à votre question parce qu'elle est importante. Moi, dans mon projet, en juin, il y a une augmentation de 3% des salaires pour tous les Français. Pour tous les Français. Parce que je lance la réforme des retraites, je lance la réforme de l'État. 3% dès cet été. C'est-à-dire que vous enlèverez les cotisations retraite que vous ferez payer par l'État. Par l'État. Je prends 30%, un tiers des cotisations retraite seront payées par l'État parce que je lancerai la réforme des retraites et je lancerai la réforme de l'État et je lancerai la réforme de l'assurance chômage. Avec moi, quand on gagne 2 000 € et qu'on a moins de 50 ans, au bout de 6 mois, soit on reprend un emploi, soit on reprend une formation vers un emploi, soit on a, une baisse de 30% de son indemnité chômage. Sur les salaires, je prends un exemple. Quelqu'un qui gagne aujourd'hui 1 500 € net, c'est-à-dire qu'il aura 500 € de plus sur l'année de salaire dès l'année prochaine. 1 400 € net. Celui qui gagne 1 400 € net aura sur l'année prochaine 500 € net de plus dans l'année. Voilà, ça représente ça, 3% de salaire. Et c'est important parce que quel est mon objectif? Vous l'avez bien compris. Les revenus d'assistance, c'est des revenus de subsistance. Les revenus du travail doivent être plus importants. On a aujourd'hui des salaires qui sont trop bas par rapport aux revenus d'assistance. Et si vous cumulez les coûts de l'essence, puisqu'il faut se déplacer pour aller travailler, si vous cumulez la garde d'enfants, etc., vous vous retrouvez avec des salariés qui ne gagnent plus assez avec leur salaire par rapport à ce qu'ils gagneraient en ne travaillant pas. C'est ça la situation de la France aujourd'hui. C'est pour ça que je fais des économies sur des dépenses qui sont malheureusement où il y a des gaspillages. Et ces économies, je les remets dans des baisses de charges sociales pour qu'on gagne plus d'argent quand on travaille. Parce que c'est injuste. C'est injuste de voir notamment tous ces Français qui sont des travailleurs de première ligne, qui se lèvent tôt le matin, cette France du travail, qui prend sa voiture et de voir qu'elle ne gagne pas plus d'argent. Voilà. Alors justement, moi, je veux augmenter les salaires. C'est intéressant parce que vous parlez des classes moyennes en réalité. Je parle de la France qui travaille et notamment. Moi, je ne veux pas faire uniquement des augmentations du SMIC. Parce que ça, c'est aussi comment dire, c'est un peu aussi une facilité. On dit j'augmente le SMIC. Mais quid de tous ceux qui gagnent juste un petit peu au-dessus, juste au-dessus. C'est pour ça que moi, je veux que ce soit pour tous les Français, y compris les classes moyennes. On a une question de Française. Marie-Luce, elle est retraitée. Elle va vous poser une question sur ces classes moyennes. Et je ne vais pas déflorer sa question, je vais la laisser la poser. Marie-Luce. Bonjour, je suis retraitée, je m'appelle Marie-Luce et j'ai une question pour Valérie Pécresse. Où situez-vous la classe moyenne entre les petits et les gros? Où se situe-t-elle?
Et quel est le niveau peut-être de salaire où vous la situez? Qu'est-ce qu'être riche aujourd'hui en France? Écoutez, c'est une question qui est très délicate parce qu'en réalité, ça dépend vraiment de l'endroit où on vit. Le coût de la vie n'est pas le même dans chaque région et dans chaque ville. Et donc, en réalité, je pense que la classe moyenne, elle est très vaste en France. Je vous donne un exemple. Le chèque inflation d'Emmanuel Macron. Il a fait un chèque inflation pour les personnes qui touchent moins de 2 000 euros. Ça veut dire qu'à 2 500 euros, vous êtes riche. Il ne faut pas d'effet de seuil. Donc il faut faire... Alors moi, j'ai situé... François Hollande disait 4 000 euros, on est riche. J'ai dit 2 800 euros net, voilà. 2 800 euros net de salaire. Les augmentations de salaire iront jusqu'à 2 800 euros. Vous ne répondez pas vraiment à Marie-Luce. Bah si, quand même. Non, mais parce que le seuil de pauvreté, par exemple, il est fixé à 60% du niveau de vie médian, soit 1062 euros. Donc on peut dire que au-dessus ou en dessous, vous situez le niveau de... Mais attendez, il y a le niveau de la pauvreté et le niveau des classes moyennes est beaucoup plus vaste. C'est pas du tout pareil. Et puis... de toutes les façons, ce n'est pas le même coût de la vie. Vous ne pouvez pas demander de vivre avec le même salaire dans les mêmes villes. Vous savez, il y a quelque chose de très important. Moi, je me suis rendu compte aujourd'hui que pour les jeunes, il y avait une énorme autocensure des jeunes, notamment dans les territoires ruraux, mais aussi dans les quartiers populaires, à faire des études. Pourquoi? Mais à cause du coût de la vie dans les villes universitaires. Vous habitez Bordeaux, vous habitez Aix-en-Provence, ou vous habitez Strasbourg, vous habitez chez vos parents. Donc vous poursuivez vos études. Mais en revanche, si vous habitez une petite ville des Ardennes ou une petite ville de la Dordogne et qu'il faut se déplacer pour aller dans la ville universitaire, là vous avez un coût de la vie une mesure pour les jeunes. Hein. Vous avez la mesure jeune actif pour les 18-25 ans. Vous voulez orienter les jeunes vers les métiers en tension. 670 € pour se former pendant 6 mois pour aller dans vers les ces métiers en tension. Après, sinon? Oui. Parce que moi, je ne veux pas un RSA jeune. Je veux que les jeunes soient incités à aller là où il y a du travail. Emmanuel Macron a fait un contrat d'engagement de 500 € qui commence le 31 mars. Il y a peut-être un truc le 10 avril. Vous croyez? Je ne sais pas. Je me demande. C'est comme d'ailleurs la baisse de l'essence, 1er avril. Il ne l'aurait pas fait, qu'auriez-vous dit? En tout cas... Il n'avait rien fait. Oui, mais enfin, en tout cas, je vois que il aurait pu le faire 15 jours avant. Je vois que le sujet de l'élection le préoccupe beaucoup et qu'après, on verra. Mais pour les jeunes, en tout cas, le contrat d'engagement, c'est 500 €, 14 heures en mission locale. Moi, je suis désolée, mais ça n'incite plus les jeunes à aller vers l'apprentissage. Ça n'incite plus les jeunes à aller vers les métiers qui recrutent. C'est pas ce qu'il faut faire. Moi, je ferai ce revenu jeune actif pour aller vers les métiers qui recrutent. Mais si on ne prend pas le job à la fin, on rembourse la formation. Quels sont les métiers qui recrutent? Il y a 6 ou 7 grands secteurs qui recrutent. Chaque région a fait le travail, Madame Ferrari. Et c'est pour ça que je veux confier aux régions l'enseignement professionnel, Pôle emploi, et l'orientation des jeunes. Parce que dans chaque région, on a fait, nous, ce travail. On sait quelles sont les branches qui recrutent. Il y a des métiers dont les recrutements n'arrêtent pas. Les jeunes ne veulent pas? Attendez, les métiers de l'enseignement, les métiers du soin, on manque de médecins, on manque d'infirmiers, on a tous les métiers de la sécurité, on a tous les métiers de l'environnement, tous les métiers de l'industrie. C'est des beaux métiers. Donc, il y a des métiers attractifs. Et c'est des métiers qui payent. L'autre jour, j'étais avec les restaurateurs. J'étais avec les restaurateurs à la Grande Motte. Ils m'expliquaient qu'ils cherchaient pour leur restaurant des jeunes qui étaient payés 2 500 € net au démarrage. Donc c'est pas une question de salaire. Ils ne trouvaient pas. Mais on a besoin aujourd'hui de ramener ces jeunes vers des métiers qui recrutent et pas de leur donner des RSA à 500 € pour qu'ils restent chez leurs parents. C'est pas ça. Madame Pécresse, au bout de 6 mois, si on prend une formation, soit on prend une formation vers un métier qui recrute, soit on prend l'emploi qui est proposé, et si on ne fait rien, on doit rembourser la formation qu'on vous a payée. Donc c'est une dégressivité? Comment ça se passe? Non, attendez, parce que vous confondez deux choses. Je parle de la réforme sur l'assurance chômage. Sur l'assurance chômage. Aujourd'hui, vous êtes au chômage. Je mets de côté ceux qui ont plus de 50 ans, parce que l'emploi des seniors, c'est compliqué. Et je mets de côté... On est seniors à 50 ans avec vous? Les Français... Attendez. Oula, c'est plus possible. Faire une émission avec vous, un jour, on finit une réponse. 50 ans des seniors, c'est tout?
Hein? On est senior à 50 ans? Ben, dans le monde du travail, à partir de 50 ans, c'est plus difficile de retrouver un emploi. Donc je mets de côté les personnes qui ont plus de 50 ans. Je mets de côté les Français qui gagnent moins de 2 000 euros, c'est-à-dire qui ont des petits salaires, des salaires et des métiers dans lesquels c'est plus des métiers qui sont plus difficiles. Je prends donc ceux qui gagnent plus de 2 000 euros et qui ont moins de 50 ans. Et au bout de 6 mois de chômage, je leur dis, eh bien, soit si on vous propose un emploi, vous le prenez, soit vous prenez une formation vers un métier qui recrute, soit sinon c'est moins 30% d'indemnité. On n'a pas droit à 18 mois d'indemnité sans dégressivité. Ça s'appelle la dégressivité. Pourquoi? C'est pour inciter au retour à l'emploi de personnes qui, par ailleurs, présentent des vraies garanties d'employabilité, puisqu'elles sont dans des niveaux de salaire qui sont des niveaux de salaire suffisants et qu'elles ont un âge dans lequel on recrute. Vous voyez? Donc, et cette réforme, ça rapporte 3 milliards d'euros d'économie. Et ces 3 milliards, je m'en sers. Je m'en sers, par exemple, pour supprimer la redevance télévision. Ça finance la fin de la redevance. Moi, quand je fais une mesure d'aide fiscale, je la finance. Autre mesure d'Emmanuel Macron. De la même façon, exactement. De la même façon, je me suis rendu compte, puisqu'on est entre femmes, qu'il y avait une injustice pour les femmes aujourd'hui. Vous savez que beaucoup de femmes sont seules avec leurs enfants. Et des femmes séparées. Et elles touchent des pensions alimentaires. Eh bien, vous savez que ces pensions alimentaires qui sont là uniquement pour leurs enfants. Elles sont prélevées à la source désormais, hein, la nouvelle réforme. Elles sont prélevées à la source. Oui, mais elles sont fiscalisées. Fiscalisées, ces femmes, sur cet argent, comme si c'était un revenu pour elles. Et ça peut leur faire perdre des aides au logement, ça peut leur faire perdre des primes d'activité. Avec moi, on défiscalisera les pensions alimentaires parce qu'un couple séparé a 20% de charges en plus, puisqu'il y a 2 logements. Et aujourd'hui, cet argent, c'est l'argent des enfants. Il ne doit pas être fiscalisé, je les défiscaliserai. Vous avez fini la phrase, il y a beaucoup de propositions. On va regarder quand même le sondage et ce que pensent les Français interviewés, Valérie Pécresse, sur le RSA aux seules personnes qui donneront donc chaque semaine 15 heures d'activité à la société française. C'est assez tranché, hein. Regardez, c'est un large plébiscite pour un oui à 68%. Est-ce que vous assumez de dire malgré tout qu'il y aura désormais des travailleurs à 6-7 euros de l'heure? Mais il y aura des travailleurs pauvres si vous allez leur demander de prendre un travail, pas seulement une formation, c'est bien un travail qu'ils vont prendre. C'est une activité d'insertion. Bien. Mais on en a besoin, mais on a besoin aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin. Mais est-ce que, par exemple, Emmanuel Macron dit qu'il veut aller vers le plein emploi avec une telle réforme? Est-ce que vous ne craignez pas d'avoir aujourd'hui des travailleurs précarisés, pauvres aujourd'hui? Peut-être qu'on leur met le pied à l'étrier, mais qui sont à des niveaux très faibles. Mais aujourd'hui, les métiers, il y a un nombre de métiers qui recrutent et qui ne trouvent pas, qui sont colossaux. Le sujet aujourd'hui pour les bénéficiaires du RSA, c'est de les remettre dans l'activité, et d'essayer de les réinsérer. Mais ça veut dire retrouver aussi des savoir-être, retrouver, j'allais dire, le chemin du travail. Et un parcours d'insertion, c'est un parcours. Ça commence par des activités d'insertion. Ça commence aussi par une remise à niveau d'un certain nombre de compétences, de qualifications. C'est un parcours. Mais les départements savent faire ça. Vous savez, les départements sont en charge de l'aide sociale. Donc eux, s'ils sont favorables à ce qu'on demande une contrepartie aux bénéficiaires du RSA, c'est pour les emmener dans un parcours d'emploi. Donc pas du tout pour les précariser, bien au contraire, pour faire tout l'inverse, Madame Mabrouk, tout l'inverse. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est créer plus d'emplois en France. Et ensuite, et pour les créer, il faut baisser les impôts sur les entreprises. On n'en a pas parlé, mais moi, je baisse de 10 milliards les impôts de production des entreprises françaises. Je les baisse pour qu'ils créent des emplois en France. Vous continuez, il y a un mouvement, oui. Je ne dis pas qu'il est important, mais vous continuez à le faire. Madame Le Pen, c'est Madame 150 milliards, Monsieur Zemmour, c'est Monsieur 140 milliards. Eux aussi, ils proposent des baisses d'impôts, mais elles ne sont pas financées du tout. Donc je le dis quand même aux Français, elles ne sont pas financées. Mais par l'immigration, les économies qu'ils veulent faire sur l'immigration. On les reçoit, donc on connaît un peu leur programme. Oui, mais après, vous pouvez contester cela. Je conteste parce qu'aujourd'hui, il y a 5 millions d'étrangers en France. Il suffit, si on supprime les aides sociales aux étrangers, on ne trouve pas 140 milliards ni 150 milliards. C'est pas vrai, ça n'existe pas dans aucun film. J'aimerais juste revenir, vous avez évoqué la famille, les mères célibataires. Emmanuel Macron propose qu'il y ait le même niveau de défiscalisation pour les couples mariés ou les couples concubins. Est-ce que ça vous semble une bonne idée ? Je crois qu'il faut tenir compte des évolutions de la famille. Je pense qu'il faut quand même mettre des garde-fous. Aujourd'hui, par exemple, pour l'impôt sur la fortune immobilière, les concubins doivent déclarer leur patrimoine ensemble. Donc il y a déjà aujourd'hui des fiscalités communes
pour les couples qui sont ensemble, mais qui ne sont pas mariés. C'est quand même plus avantageux d'être marié. Aujourd'hui, c'est plus avantageux d'être pacsé et marié, c'est le même régime. Mais moi, ce que je crois, c'est que c'est logique de prendre en compte l'évolution des familles. Mais en revanche, ce que je crois, c'est qu'il faut mettre des garde-fous. Parce que sinon, on va avoir tous les colocataires de France qui vont se déclarer en couple, hein, pour payer moins d'impôts. La retraite à présent, votre réforme des retraites. Alors, on a posé la question encore une fois aux Français. Faut-il relever ou abaisser l'âge légal de départ à la retraite? Regardez la réponse. Là encore, c'est assez... c'est plus... Regardez, 28% pour l'abaisser, 26% pour l'augmenter. Et puis, une courte majorité pour un statu quo. Est-ce que c'est aussi le signe qu'il y a une véritable angoisse sur ce sujet, évidemment? Non, mais ce n'est pas une réforme populaire. Mais je ne suis pas là pour dire aux Français ce qu'ils ont envie d'entendre. Il y a plein d'autres candidats pour faire ça. Moi, je suis là pour leur dire la vérité. La vérité, c'est que si on veut que les retraités ne soient plus les grands sacrifiés du prochain quinquennat comme ils l'ont été pendant 5 ans parce que les retraites n'ont pas été indexées sur l'inflation, eh bien, il faut continuer à ne pas faire de réforme des retraites. Quand on fait une réforme des retraites, c'est pour respecter quelque chose qui s'appelle le pacte social. Le pacte social, c'est quoi? C'est de dire à tous les Français, quand vous travaillez, eh bien, la France, le jour où vous serez à la retraite, elle vous garantira un revenu. Et quand il y aura de l'inflation, eh bien, votre revenu ne va pas baisser. Mais combien d'annuités il faut dans votre système de retraite? J'essaie de calculer. L'âge légal, c'est 65 ans. Si on tient compte de ce que vous voulez faire, ça sera 45 annuités. Donc les gens vont partir avec une décote de 10%. Non, je garde l'âge de 67 ans. Je garde l'âge de 67 ans maximum de la décote. Donc c'est 67 ans. Donc, mais ce qui est important dans ma réforme, elle n'est pas populaire et je le sais, mais regardez les autres pays qui sont autour de nous. Hein. Ils l'ont faite, cette réforme, depuis déjà pas mal d'années. L'Allemagne et l'Espagne sont en train de passer à 67 ans. Quel est l'intérêt de faire cette réforme? C'est qu'avec moi, ceux qui travailleront jusqu'à 65 ans, plus aucun d'entre eux ne partira qui aura travaillé toute sa vie, ne partira avec une retraite inférieure au SMIC net. Et pour les veuves qui n'ont pas de carrière complète, qui n'ont pas eu, parce que certaines femmes n'ont pas eu de carrière complète, la pension de reversion passera de 54% à 75%. Ça veut dire qu'il y aura une vraie politique de reconnaissance de ces femmes qui n'ont pas eu de carrière complète parce que souvent elles ont élevé les enfants, parce qu'elles se sont arrêtées de travailler ou parce qu'elles étaient conjoints collaborateurs, comme on disait, et pas déclarées. Elles n'étaient pas déclarées comme les femmes de commerçants, les femmes d'agriculteurs, on le sait, qui ont aujourd'hui des toutes petites retraites. La question de la pénibilité aussi. Et puis Philippe, il y a une autre mesure qui me tient très à cœur. Philippe, vous posez une question après. Mais c'est toujours à cause de cette réforme des retraites. Vous savez, il y a aussi une situation très dramatique. C'est celle de ces parents de grands enfants handicapés qui se disent qu'ils vont peut-être partir avant leurs enfants. Eh bien, avec cette réforme des retraites, j'utiliserai une partie de cet argent pour garantir aux enfants adultes handicapés un revenu. Voilà, quand leurs parents seront partis, s'ils n'ont pas d'héritage, s'ils n'ont pas de revenus, ils toucheront la pension de reversion du dernier parent survivant. Jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à la fin de leur vie. Ça veut dire que leurs parents pourront partir sereinement et tranquilles. Et ça aussi, c'est très important. Vous voyez, cette réforme, elle me permet de faire des économies, elle me permet aussi de faire une ou deux avancées sociales qui me tiennent à cœur pour les veuves et pour les enfants en situation de handicap. Vous avez raison. On va écouter Philippe. Il a 59 ans et il a une question à vous poser à propos de la pénibilité de certains métiers. On l'écoute. Je m'appelle Philippe Mounier et j'ai 59 ans. Je suis artisan, couvreur dans le bâtiment. Eh ben, moi, ce que j'aimerais bien, c'est comment peut-on faire pour travailler jusqu'à 65 ans sur les chantiers du bâtiment. Alors, comment on fait? Alors, quand on a le dos cassé? Bien sûr. Dans le cadre de ma retraite, il y a la prise en compte des carrières longues et de la pénibilité. Et ce sera tout l'objet de la négociation que nous aurons, parce que moi, je veux évidemment commencer mon quinquennat par une grande conférence sociale avec les syndicats, pour parler à la fois des hausses de salaire, pour parler de ce bouquet de pouvoir d'achat, des RTT qu'on pourra racheter, de la défiscalisation des heures supplémentaires, de tous ces sujets salariaux, de l'intéressement, de la participation. Mais je veux aussi parler avec eux de la pénibilité des métiers et je veux parler aussi des carrières longues, parce que c'est évident que quand on est
abîmé et usé par son travail, on ne peut pas aller jusqu'à 65 ans. Et il y a des Français qui ne pourront pas physiquement aller jusqu'à 65 ans. Et évidemment, on les prendra en compte. Juste une question que l'on vous pose avec Laurence, parce que vous avez parlé très rapidement tout à l'heure de la réforme de l'État, des administrations. Est-ce que vous, au pouvoir, est-ce que vous vous engagez à moins faire appel à des cabinets de conseil pour aider l'État sur certaines stratégies? On a appris récemment, à la lumière d'un rapport édifiant du Sénat, que le cabinet, notamment McKinsey, a travaillé avec l'État vraiment main dans la main sur notre politique de santé, n'a pas payé ses impôts en France, a coûté un pognon de dingue aux contribuables. On ne dit pas que ce n'est pas efficace, on s'interroge véritablement sur l'argent qui est dépensé. Est-ce que vous pouvez vous engager à cela? 1 milliard d'euros sur 2021. Oui. Non mais ces sommes sont hallucinantes. Voilà, ces sommes sont hallucinantes. La vérité, c'est qu'on gaspille beaucoup trop l'argent des Français. Et que la question de la performance publique, elle doit être mise au cœur de cette campagne. Elle ne l'est pas du tout. Mais aujourd'hui, nous sommes champions du monde des impôts. Les Français ne se rendent plus compte avec la retenue à la source. Ils ne se rendent plus compte qu'ils payent autant d'impôts. Mais on est champion du monde des impôts et on n'a vraiment pas des services publics aujourd'hui qui sont champions du monde. On a une santé qui est à bout de souffle, tenue à bout de bras par des soignants héroïques. On a une école avec des professeurs qui sont très fragilisés. Mais donc, c'est pas des C'est un scandale d'État ou pas? C'est pas des consultants qui doivent faire la politique de l'État. Ça existe, ailleurs. Vous l'avez jamais fait? L'impression que c'est illégal. Ça existe. Mais on l'a fait. Vous l'avez jamais fait dans la région Île-de-France? Dans la région Île-de-France, il m'arrive de sous-traiter des choses. Mais moi, j'ai baissé. À ces cabinets même, ceux-là? À McKinsey, je ne crois pas. Ça ne me dit rien. Mais non, mais attendez. Moi, ce que je fais pas du tout comme ça, moi. Pas du tout. Moi, je baisse mes effectifs. Donc, je fais faire des économies aux Franciliens et je peux déléguer, en revanche, des choses à des entreprises privées qui font mieux que moi. Je vous donne un exemple. J'ai ouvert 100 000 formations pour les chômeurs dans ma région parce qu'il faut absolument, et c'est pour ça que je veux confier la mission de la réinsertion des chômeurs aux régions, que les formations qu'on ouvre, elles soient en lien avec les métiers qui recrutent dans un territoire. Parce que les gens, ils n'ont pas envie de se déménager à l'autre bout de la France pour trouver un emploi. Donc dans le territoire. Eh bien, j'ai passé un partenariat qui m'a coûté 0 €. 0 €. Avec des sites internet. Staffme et Le Bon Coin, pour ne pas les citer, je leur fais de la pub. Non, mais ce n'est pas les cabinets de conseil. Non, mais je veux dire, mais ce qui est important, c'est de dire que oui, on peut déléguer un certain nombre de missions ou travailler avec des partenaires privés quand on est le service public, mais pas faire le travail du service public. Donc vous vous engagez pour répondre à la question? Ah mais moi je n'ai pas besoin de consultants pour savoir comment il faut réformer l'État. Non, j'ai pas besoin. Et on leur demande de payer des impôts en France? Alors là, il paraît qu'en plus, ils ont une stratégie d'optimisation fiscale, mais ça relève du fisc et ça relève d'un vrai ministère de la lutte contre la fraude fiscale et sociale que je mettrai en place. Et d'une police cyber aussi, parce qu'on a besoin d'une police cyber et d'un parquet cyber aujourd'hui pour pouvoir traquer les délinquants, parce qu'une bonne partie du crime et du blanchiment se fait aujourd'hui sur Internet. Les thèmes régaliens? Absolument, la justice, la sécurité. Vous vous définissez, on l'a dit, Valérie Pécresse, comme une femme d'ordre. Vous voulez rétablir l'autorité et pour cela mettre de gros moyens pour la police, pour la justice. On commence par la sécurité, on a scindé les deux volontairement avec Sonia. D'abord, Élodie Huchard, vos propositions sur la police. Élodie. Vous dites vouloir être la candidate de l'impunité zéro. Alors comment comptez-vous vous y prendre? Eh bien, quelques mesures. D'abord, en instaurant une police municipale armée et obligatoire dans les villes de plus de 5000 habitants. Ça va dans votre stratégie globale de donner plus de moyens aux forces de l'ordre. Vous promettez 5 milliards pour moderniser les moyens d'action de la police et de la gendarmerie. Vous souhaitez aussi mieux protéger les forces de l'ordre en instaurant une peine de prison d'1 an minimum pour tout délinquant qui s'en prendrait à une personne dépositaire de l'autorité publique, donc les forces de l'ordre, mais aussi les élus ou les professeurs. Et puis enfin, vous promettez de mettre en place des brigades coup de poing qui agiraient, dites-vous, dans les territoires abandonnés aux mains des délinquants et des mafieux, des brigades qui seraient composées de représentants de la police, de la gendarmerie, mais aussi de la justice ou du fisc. Merci beaucoup, Élodie. Alors, beaucoup de propositions là encore. Vous dites qu'il faut envoyer dans les quartiers difficiles, Valérie Pécresse, des brigades coup de poing. Vous voulez plus de police et pourquoi pas l'armée, dites-vous, pour sécuriser l'intervention des policiers. Je sais que vous vous êtes beaucoup expliqué là-dessus. Je sais que vous savez bien que les militaires ne sont pas équipés ni formés pour faire du maintien de l'ordre. D'ailleurs, c'est le groupement blindé de la gendarmerie mobile que j'enverrai. Bien, vous avez raison. Bien, avec cela, si ce n'est pas un signal de grande fermeté, qu'est-ce que c'est? Mais ma question, c'est est-ce que c'est vraiment applicable sur le terrain? Parce que l'affichage est là, le slogan est parfait, mais est-ce que sur le terrain, vous pouvez véritablement, avec les moyens que nous avons aujourd'hui, les envoyer?
Alors d'abord, ces brigades coup de poing, l'objectif, c'est d'abord de mener les enquêtes. L'intérêt de la brigade coup de poing, c'est comme je viens de vous l'expliquer, c'est à la fois d'avoir des policiers ou des gendarmes, mais aussi d'avoir le fisc, d'avoir des brigades cyber, de pouvoir mener les enquêtes, de pouvoir traquer les flux financiers, parce que le sujet, il est là. Alors, on me dit... Ça existe déjà, hein. Ils travaillent déjà ensemble, tous ces services. Bah écoutez, oui, mais pas suffisamment. Et puis, ils ne sont pas mis en place sur un quartier spécifique. On a ce qu'on appelle aujourd'hui des zones de reconquête républicaine, des quartiers de reconquête républicaine. Je crois qu'il y en a 62 aujourd'hui qui sont définis, qui sont les zones de tous les trafics. C'est là où vous avez ces fameux checkpoints. C'est là où vous avez finalement... en fait, c'est des repères de mafieux, de dealers, de refourgueurs, d'économies parallèles. Il faut mettre fin à ces territoires de non-droit, de non-république. Pour ça, il faut y mettre les moyens. Et ça veut dire effectivement envoyer, mais les harceler les voyous. Il faut que ces voyous, à un moment donné, pour eux, ce soit leur vie qui devienne infernale. C'est ce que et font pas les policiers aujourd'hui. Pas suffisamment, vous le voyez bien. Le font pas suffisamment. En permanence. Et le problème, c'est que les peines ne sont pas suffisantes. Parce que là où il y a le plus de délinquance, c'est souvent là où, malheureusement, la justice est la plus lente, parce qu'elle est la plus noyée. On va parler de la justice. Sous les affaires. Oui, mais attention, c'est important, Madame Mabrouk, parce qu'on ne peut pas parler de sécurité. Vous avez compris que moi, j'étais indéfectiblement au soutien de nos forces de l'ordre, que je voulais une troisième force qui soit la police municipale, qui soit la vraie police de proximité, qui vienne aider nos polices, la police nationale. C'est très important, hein, cette question des polices municipales. J'étais encore, il y a quelques jours... Vous en voulez dans toutes les villes de plus de 5000 habitants? Je voudrais qu'on donne les moyens à toutes les villes de plus de 5000 habitants d'avoir une police municipale. Je souhaite qu'elle soit armée. Il y a certains maires qui ne le veulent pas. On en parlera avec eux, on négociera. Mais je souhaite qu'ils puissent être armés. Pourquoi ? Parce qu'on a eu malheureusement trop de drames de policiers municipaux qui ont trouvé la mort ou qui ont été blessés parce que les armes étaient de l'autre côté de la rue et ce n'était pas eux qui les avaient. Donc, police municipale, il faut leur donner les moyens d'aider vraiment la police, contrôler les identités, pouvoir ouvrir les coffres de voitures des dealers, aujourd'hui, ils n'ont même plus le droit ils n'ont même pas le droit d'avoir des chiens renifleurs qui pourraient détecter Est-ce qu'on les la a drogue. désarmés? C'est ça ce que vous dites? Est-ce qu'on a désarmé, là je parle moralement, hein, la police? Selon vous, est-ce que certains discours dans la classe politique ou au-delà, même médiatique, ont pu désarmer nos policiers? L'autorité, ça ne se choisit pas un jour sur deux. On ne peut pas un jour sur deux dire à nos forces de l'ordre qu'elles font un très beau travail et le lendemain, parce qu'on va sur un site, un blog de jeunes, dire qu'il y a des violences policières. Un président de la République ne peut pas parler de violence policière parce que violence policière, ça veut dire que la police est violente. Donc l'institution policière est violente. Ça ne veut pas dire il y a des fautes individuelles ou il y a une brebis galeuse. Non, ça veut dire l'institution est violente. Ça n'est pas vrai. L'institution policière, c'est l'une des plus contrôlées d'Europe. Et donc, on ne peut pas dire ça. Et un président de la République ne peut pas dire ça. Et ça démoralise la police. Donc nous avons besoin aujourd'hui d'être indéfectiblement en soutien de nos forces de l'ordre. Sur les polices municipales, nous avons besoin de confier aux maires, grâce à la police municipale, beaucoup plus de pouvoir, notamment pour faire toutes ces amendes forfaitaires, parce que ça soulagera la police nationale et ça permettra d'avoir des sanctions. Vous savez, je vous ai dit, une politique de sécurité, ça marche sur deux jambes. Il y a évidemment les forces de l'ordre, forces de sécurité, mais il y a aussi la sanction. Et le vrai problème d'Emmanuel Macron, c'est la sanction. On est dans un pays d'impunité. Ah bah oui, mais le sujet, il est là. Mais on voudrait vous faire Monsieur Dupond-Moretti nous dit que l'insécurité, c'est un sentiment. Eh bien non, l'insécurité n'est pas un sentiment. Le vrai sentiment qu'ont les délinquants, c'est la garantie de leur impunité. Parce que les jugements interviennent trop tard et parce qu'en plus, ils ne sont pas exécutés. Encore un mot des policiers, parce que c'est très important. Thibault de Montbrial est avec vous, un avocat qui défend beaucoup, spécialiste des questions de sécurité, qui défend beaucoup de policiers. Marie-Hélène, elle est maman de policier, elle a une question à vous poser. Écoutez-la. Je m'appelle Marie-Hélène, je suis la maman de quelqu'un qui est dans les forces de l'ordre et je demande à Valérie Pécresse ce qu'elle compte faire pour que les forces de l'ordre soient respectées. Vraie question. Alors, c'est simple. Aujourd'hui, toutes les figures d'autorité aujourd'hui sont bafouées dans notre pays et il ne se passe rien. Donc moi, j'instaurerais
une peine minimale d'1 an de prison ferme quand on agressera physiquement les forces de l'ordre, un policier, un gendarme, un pompier, un maire, mais un professeur. Je veux dire, c'est pas possible. Aujourd'hui, on peut plus s'en prendre aux figures d'autorité. Un agresseur de professeur. 1 an de prison ferme quand on les agresse. Et si c'est des injures, etc., il y aura interdiction des classements sans suite. On devra poursuivre, quelle que soit la forme de l'outrage, on poursuivra. Je n'en peux plus. L'autre jour, j'étais dans le quartier de la Duchère à Lyon. Il y a un policier qui a été agressé, classement sans suite. On ne peut pas avoir des classements sans suite quand on connaît l'auteur, quand il y a eu une agression de policier. Et si l'agression est physique, ce sera 1 an de prison Même ferme. chose quand on agresse un policier ou un professeur, pour vous. C'est pareil. Un policier, toute personne ayant autorité aujourd'hui, policier, gendarme, un maire, un élu, un professeur, un pompier, parce que aujourd'hui, je n'accepte plus cette violence. Et à un moment donné, il faut que la peur change de camp et il faut que les peines, elles soient prononcées et qu'elles soient exécutées. Slogan, la peur change de camp. Et pour cela, vous avez différentes propositions. C'est Élodie Huchard qui va venir nous les détailler. Il y a 7 propositions. Il y a d'autres choses dans votre programme sur la justice présentée justement par Élodie. Oui, concernant la justice, un certain nombre de vos mesures. D'abord, vous souhaitez abaisser la majorité pénale à 16 ans. Vous dites aussi que vous voulez frapper les délinquants au portefeuille, notamment avec des revenus sur salaire ou en suspendant certaines allocations. Vous promettez aussi de construire 20 000 places de prison. Et puis enfin, une mesure qui a pu faire débat, y compris dans votre propre camp, la mise en place de sanctions aggravées quand elles sont commises dans les quartiers de reconquête. Merci, Élodie. Il y a une mesure, évidemment, que vous êtes... Oui, vous froncez les sourcils, il y a rien qui... Il y a quelque chose qui vous choque dans votre... J'ai vu un camembert qui ne s'est pas affiché. Bon, très bien. Sanctions aggravées pour les actes commis dans les quartiers de reconquête. Ça suscite beaucoup d'interrogations. Les gens se disent, mais alors, si je suis à Versailles, je serai moins condamné que si je suis à la Courneuve. Expliquez-nous comment ça peut fonctionner. Est-ce que c'est constitutionnel, tout simplement? Mais c'est pas du tout ça. La mesure, c'est pas du tout celle-là. La mesure, aujourd'hui, c'est de dire que dans ces 62 quartiers de reconquête républicaine, qui sont aujourd'hui des quartiers dans lesquels on met 30% d'effectifs de policiers en plus, il faut que les sanctions soient... que ce soit considéré comme une circonstance aggravante de faire du deal, de pratiquer tous les actes mafieux de ces quartiers-là. Parce qu'il faut les éradiquer, ces 62 quartiers. Il faut les reconquérir. Circonstance aggravante, c'est de le commettre dans ce quartier-là. Oui. D'accord, mais c'est nouveau, ça, vous comprenez, c'est un changement de philosophie. D'habitude, la circonstance aggravante, si, c'est l'acte, c'est le parcours, mais c'est pas le lieu. Si, par exemple, à l'école, si vous commettez un délit dans une école, c'est une circonstance aggravante. Si vous commettez un délit par exemple, un harcèlement de femmes, si vous le faites dans la rue, ou dans les transports, c'est pas la même sanction. Bien. Parce qu'il y a une circonstance aggravante dans les transports. Ce que je voulais dire, c'est que vous voulez aller vers une mesure comme au Danemark, c'est un changement total. Ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus, à la fin de mon mandat, de quartier de reconquête républicaine. Parce que le simple mot de reconquête républicaine, ça veut dire zone de non-droit. Ça veut dire zone dans lesquelles la République, les lois de la République ne s'appliquent pas. Et c'est pas moi qui l'ai dit. C'est un rapport qui a été fait sur le département de la Seine-Saint-Denis qui a dit, dans ce département, là où il y a le plus d'actes de délinquance commis, c'est là où il y a le moins de peines qui sont finalement exécutées parce qu'il y a trop voilà, c'est trop lourd. Les juges du tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis on a l'impression de prononcer des peines fictives. Donc vous voyez, cette mesure, qui n'est pas le cœur de mon projet, le cœur de mon projet, c'est les peines plancher pour les multirécidivistes. Oui, mais vous l'avez pas mise. Vous l'avez pas mise. Le cœur de mon projet, c'est les peines planchées pour les multirécidivistes violents. Ça veut dire que quand on est multirécidiviste, on a une peine minimale Nicolas obligatoire. Sarkozy, elles n'ont pas été appliquées parce que beaucoup de magistrats n'ont pas voulu effectivement les mettre en œuvre. Donc vous nous direz si vous avez... Eh bien, nous, on les mettra en œuvre et il y aura des peines planchées. C'est une question qui interroge beaucoup les Français, cette question d'alourdir les peines dans certains quartiers. On leur a posé la question pour un sondage CSA pour CNews. Mais c'est pas dans certains quartiers.
façon dont Dans les quartiers dont c'est sensibles. présenté. Mais c'est pas dans les quartiers sensibles. Deux quartiers de reconquête Mais c'est là- républicaine. Oui, mais sauf Voilà. que le problème, c'est que les Français ne savent pas ce que c'est qu'un quartier de reconquête républicaine. Ah bah, ils y vivent. Je crois qu'ils savent. Moi, Pour c'est beaucoup. les habitants de ces quartiers, je peux vous dire qu'ils y sont plus favorables. Alors, pour en tout ça cas, qu'il là, est regardez, cette mesure. 63% n'y sont pas favorables, 37%. Mais parce que c'est pas. Peut-être qu'ils n'ont c'est pas compris. mais parce Voilà. que- non, parce que c'est pas la bonne question. C'est pas faut-il alourdir les le peines dans sondage les ne va quartiers pas, c'est pas sensibles. la bonne question. C'est dans les quartiers de reconquête républicaine, qui sont des zones de êtes non-droit. sûr Est-ce que que c'est vous êtes d'accord constitutionnel pour aggraver les sanctions Et ben là, je peux vous dire, vous reposez la question, vous avez 63% de oui. Vous reviendrez. La différence entre entre quartiers sensibles et quartiers reconquête Mais républicaine. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quartier sensible, ça peut, pour les gens, ça peut être n'importe quel quartier qui est sensible. Les zones de reconquête Mais je vois républicaine, pas la c'est différence, 62. c'est New York, les Français non plus. 62 quartiers. Mais ils sont en sensibles France. et c'est des quartiers Mais difficiles. c'est des quartiers de reconquête républicaine. Bien. On est à Ça, un c'est le niveau, nom qu'on leur a donné. on est à un niveau de dangerosité dans ces quartiers qui est, voilà. Je pense que vous avez vu le film Bac Nord, Bien par sûr. exemple. Et ben Tout à voilà. fait. On a une question de magistrate. Oui. C'est Béatrice Brugère qui est magistrate et qui est syndicat de magistrats Force ouvrière. Elle vous interpelle, Valérie Pécresse. Nous sommes depuis des années soumis à un flot permanent de réformes et d'aggravations, de circonstances aggravantes. Et pour autant, il semblerait que nous ne soyons pas au rendez-vous de la réponse pénale. Quelle utilité pensez-vous qu'aurait cette nouvelle circonstance aggravante si par ailleurs on ne renforce pas toute la chaîne pénale des investigations en passant par le jugement et par l'exécution des peines? N'avez-vous pas peur que ça soit simplement une annonce si derrière nous n'avons pas les moyens réels de mettre à exécution ces peines qui seraient aggravées? Voilà. Comment permettre aux juges? Alors, d'abord, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle considère que c'est tout à fait possible d'avoir une circonstance aggravante. Et elle est magistrate, elle est représentante d'un syndicat de magistrats. Donc, c'est intéressant quand même. Elle dit il y a plein de circonstances aggravantes qui existent déjà. Sa question est excellente. Moi, dans mon programme, il y a un plan Orsec pour la justice. Et c'est beaucoup plus important que de prendre une mesure sortie du contexte. Ce plan Orsec pour la justice, c'est 9 milliards d'euros que je mets sur la justice. Pour faire quoi? Pour pouvoir recruter 16 000 magistrats, greffiers, gardiens de prison, personnel de la pénitentiaire, pour remettre notre justice à flot. Aujourd'hui, on dépense 2 fois moins pour la justice qu'en Allemagne. Nous avons une justice qui est noyée sous les affaires. Et ce que dit cette juge, c'est la vérité. C'est que ça ne sert à rien d'augmenter les peines si on n'augmente pas d'abord les capacités de jugement de cette grande force qui est notre justice, qui est aujourd'hui à genoux. Je le dis, à genoux. Les juges n'ont plus la capacité de juger vite et bien. Et il faut des prisons, des places de prison. Mais il faut, bien sûr, vous avez vu que Madame Belloubet avait quand même fait une circulaire. Ancienne garde des Sceaux. Ancienne garde des Sceaux, Madame Belloubet avait fait une circulaire pour dire qu'il fallait plus incarcérer parce qu'il n'y avait pas assez de places de prison. C'est toujours le cas. C'est comme ça qu'on fait la politique pénale dans notre pays. C'est pas la dangerosité du délinquant, c'est le nombre de places qui conditionne la 20 000 peine. places de prison en plus. Est-ce que ce sont des nouvelles places? Est-ce que ce sont des places supplémentaires? Bien sûr, c'est des places supplémentaires. Alors, ce qu'il va falloir faire très vite et tout de suite, parce que le problème, c'est qu'on est dans nos prisons dans une situation de surpopulation qui est évidemment insupportable. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire des bâtiments provisoires, très vite. Alors, on peut les imaginer dans les cours des prisons actuelles, on peut imaginer dans les cours des prisons. Oui, enfin, il faut qu'on ait des bâtiments provisoires très rapidement, dans lesquels on puisse incarcérer des détenus en courte peine de prison, avec un bracelet électronique, de façon à ce que ce soit beaucoup moins sécurisé qu'une vraie prison, mais qu'on puisse néanmoins les éloigner de leur quartier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vraiment, les courtes peines ne sont pas exécutées. On a des personnes qui sont violentes, qui reviennent dans leur quartier. Vous imaginez la détresse des victimes. 2 choses. Donc on a besoin d'agir très très vite. Alors, donc même mettre en place des centres de détention provisoire grâce à ces bracelets électroniques. C'est une de mes mesures. Est-ce qu'il n'y a pas un double langage? Par exemple, pour les constructions, je ne parle pas de vous, Madame Pécresse, c'est une question de nouvelles places de prison. Parfois on dit oui, il en faut, mais quand il s'agit de son territoire ou des élus du même bord, on dit là, finalement, eh bien, écoutez, on va vous trouver des dérogations. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans le Val-de-Marne, prenons un projet qui suscite la polémique, la future prison à Noiseau. Le maire LR, lui, il voit une hérésie. Il dit non, pas de prison chez moi au regard de la vocation agricole de ma commune. Qu'est-ce que vous lui dites alors qu'il y a un projet en cours? Ben non.
écoute, moi je veux construire 20 000, il y aura une prison chez toi et c'est ainsi, ou alors vous dites non, écoutez, on peut trouver un arrangement. Il faut qu'on trouve des territoires où on accepte les prisons. On les trouve. On y arrive. Là, les problèmes commencent. Vous voyez, là, vous êtes en train de faire des différences dans certains territoires quand c'est des maires LR. Mais non. Maire LR, non, c'est pas le sujet. Mais le sujet, pour cette commune, c'est le cas. Pour Noiseau ou pour une autre, le sujet aujourd'hui, il est simple, c'est qu'il va falloir trouver ces terrains, il va falloir construire et il faut évidemment trouver un lieu consensuel. Mais on y arrive. Moi, je vous donnerai un certain nombre de lieux dans lesquels on a fait de la concertation et on y est arrivé. Je n'aime pas les noms. Pécresse, donc. Oui, on y arrive. On y arrive. Après, c'est un donnant-donnant. Il faut aussi que, évidemment, la ville qui accueille la prison, eh bien, elle y trouve son compte. Et que ce soit un endroit où ça ne gêne pas les habitants et les riverains. Mais on y arrive. Une question qui est intéressante, la majorité pénale à 16 ans. Vous dites que les délinquants sont de plus en plus jeunes, c'est un constat que font policiers et magistrats. Mais pourquoi 16 ans? À quoi ça sert? Aujourd'hui, on juge déjà les mineurs de 16 ans. L'excuse de minorité peut être levée par les juges. Est-ce que ça change? Elle peut. Elle n'est pas obligée, pas obligatoirement. Mais le signal est symbolique d'abord, parce qu'effectivement, elle peut être levée, l'excuse de minorité. Entre 16 et 18 mais elle peut ne pas l'être. Et donc le sujet... Elle l'est quand il s'agit de multirécidivistes. Mais oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'accepte plus qu'un jeune dise « jusqu'à 18 ans, tu risques rien ». Parce que c'est ça qu'on leur dit dans les quartiers populaires. Vous savez, moi, j'ai mis le siège de ma région à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. J'étais dans le 7e arrondissement, en face de l'hôtel de Matignon, en face des grands ministères. Et j'ai dit non, on va aller dans un département dans lequel il y a à la fois tous les défis et tous les à relever pour la France. Et j'y suis allée. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils me disent les jeunes dans les quartiers. Ils me disent, on est recrutés de plus en plus jeunes parce qu'on risque rien. Donc il faut donner un signe symbolique. Et cette majorité pénale à 16 ans, c'est un signe symbolique pour dire, eh bien aujourd'hui, à 16 ans, on est responsable, à 100%. Ça implique de sortir de la Convention internationale des droits de l'enfant. On sort. Pourquoi? Parce que elle prévoit que la justice soit spécifique pour les mineurs. Mais elle est spécifique pour les mineurs, ça ne veut pas forcément dire que les peines ne sont pas les mêmes. Ça ne veut rien dire. Vous avez beaucoup parlé de votre projet. J'ajoute que dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a quelque chose qui n'est pas du tout respecté par la France et qui devrait l'être. C'est qu'on ne devrait pas incarcérer les mineurs dans les prisons pour adultes. Donc il faut des prisons même dans pour les mineurs. quartiers. Mais bien sûr, parce que les quartiers de mineurs, sont beaucoup. Enfin, moi je trouve ça très choquant qu'on ait des mineurs incarcérés dans des prisons pour adultes aujourd'hui. Je pense que malheureusement, c'est totalement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc les mineurs sont bien incarcérés en France. Pour les mineurs, avec des salles de classe. Donc les mineurs sont bien incarcérés et de la vraie formation pour la réinsertion. Parce que ces jeunes, il faut les sortir de cette espèce de spirale de la délinquance dans laquelle ils sont. Et c'est pas en les enfermant dans les prisons pour majeurs qu'on le fera. Et de manière générale, la jeunesse maintenant... Moi, je crois à la réinsertion. Madame Pécresse, la belle jeunesse de notre pays, il faut aussi qu'elle vote, il faut que nous votions tous, c'est un devoir, sauf que l'abstention risque d'être importante, même si l'élection présidentielle est l'élection reine dans notre pays. Je voudrais qu'on écoute une jeune femme qui vous interpelle justement sur ce sujet. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 22 ans, je suis animatrice et j'aimerais savoir comment vous pourriez nous donner l'envie de nous intéresser à la politique. Alors, comment on peut intéresser les Français à la politique? Est-ce que voilà, ils ont envie d'aller voter? Le risque de l'abstention est majeur. D'abord, je leur dis que mon projet, c'est le projet pour les générations futures. C'est le projet pour les générations futures parce que c'est un projet qui leur lèguera pas de dette écologique. Parce que moi, je sais que la planète, je l'emprunte à mes enfants, donc je veux zéro carbone en 2050 et pour ça j'aurai une vraie politique énergétique à la fois nucléaire et renouvelable. Mais je le dis, c'est très important parce que vous savez que la France, Emmanuel Macron, vient d'être condamné par les tribunaux pour inaction en matière d'écologie et en matière de respect de la trajectoire zéro carbone 2050. C'est quand même à mettre au bilan de son quinquennat. Donc pas de dette écologique et pas de dette financière abyssale, parce que moi je vais faire des réformes qui vont permettre de réduire les déficits, qui vont permettre et aussi... Comment vous leur donnez envie? Est-ce qu'une réforme, vaut bien, vous voulez réformer la France? Par exemple, je pense à Éric Zemmour qui veut la sauver, Emmanuel Macron... Moi je veux la reconstruire. Vous voulez la reconstruire? Je veux la reconstruire. Je veux reconstruire une France forte, en ordre, dans la rue. Une France devant une nostalgie ou c'est un espoir, un avenir? Reconstruire, c'est un espoir.
Reconstruire, c'est pas une nostalgie. Reconstruire, c'est partir de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Vous m'avez parlé aujourd'hui de cette France qui avait 1000 visages. Cette France, elle a 1000 visages, mais elle est une et indivisible. Et c'est la France d'aujourd'hui. Et je la reconstruis en mieux. Je refais l'école, mais pas avec la nostalgie de la blouse des années 60. Je refais l'école en mettant du codage dès la classe de 5e, en seconde, en allant rechercher le million de talents du numérique qu'il faudra pour demain. Mais je mets quand même un examen à l'entrée en 6e certains veulent pour pouvoir vérifier que tout le monde a les fondamentaux. Je fais du soutien scolaire gratuit pour toutes les familles de France, donner l'égalité des chances aux enfants. Ce que nous demandait cette jeune femme, c'était un problème de crédibilité. Est-ce que les politiques, une fois élus, ne se retrouvent pas face à un mur et finalement ils ne tiennent jamais leurs promesses? C'est un peu ça la question de fond. C'est tout le contraire de ma gestion de ma région. D'accord. Dans ma région, j'ai dit, j'ai fait. Et d'ailleurs, personne ne vient me chercher bizarrement sur mon bilan régional. Alors que moi, j'essaye, comme vous avez compris, de démasquer le bilan d'Emmanuel Macron, parce qu'il ne veut pas qu'on en parle. Donc il y a quand même deux poids, deux mesures entre ceux qui ont fait des promesses, ont beaucoup parlé, Emmanuel Macron, et n'ont pas fait, et ceux qui ont parlé, peut-être un peu moins, et ont fait, comme moi, dans ma région. Reconstruire la France. Pour les jeunes, pardon, excusez-moi, j'y viens, moi je me demande si la bonne façon de les associer ne serait pas, juste après mon élection, et j'y suis en train d'y travailler, de faire des conférences, non pas tirées au sort, mais de faire des conférences départementales, régionales et nationales, où on ferait des vrais forums, où les jeunes pourraient s'exprimer sur les projets gouvernementaux. Ouais. Et leur demander de s'exprimer sur ces projets, pour qu'ils aient, avec leurs propres médias, pour qu'ils soient mais vraiment quelque chose de très participatif et de totalement ouvert. Vous avez dit juste après votre élection, si vous êtes élu, permettez-nous de le rappeler, vous avez dit reconstruire la France, mais certains pensent déjà à reconstruire votre famille politique sans vous, Valérie Pécresse. Peut-être que certains sont déjà derrière vous assis et ils y pensent déjà. L'après-Pécresse, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on dit. Est-ce que vous entendez ces chuchotements? Est-ce que vous dites stop, il y a encore une dernière ligne droite, tous derrière le capitaine? Moi, je vous dis que je serai la surprise du second tour. Vous savez, j'ai été la surprise toute ma vie. J'ai été la surprise au régional, j'ai été la surprise à la primaire de la droite. Parce que femme je ne sais pas, peut-être parce que c'est comme ça. Je suis une femme qui est tenace, déterminée, qui va jusqu'au bout et qu'à un moment donné, celui qui gagne, c'est celui qui y croit jusqu'à la dernière minute. Vous attendez encore la surprise de Nicolas Sarkozy? Voilà, j'allais poser la question. On est connectés. Écoutez, vous êtes très connectés. Mais est-ce que vous l'êtes avec Nicolas Sarkozy? Vous êtes des femmes comme moi, vous savez une chose, c'est que nous sommes libres. Non, mais là, c'est à la politique qu'on demande. Moi, je suis une femme aujourd'hui très fière d'avoir été ministre de Nicolas Sarkozy, très fière de porter aujourd'hui les convictions de la droite républicaine dans cette campagne et d'être la seule à le faire. Parce que, je vous le dis, le programme d'Emmanuel Macron n'est pas un programme de droite, même s'il essaye de faire du mauvais plagiat de certaines de mes belles mesures. Ce n'est pas un programme de droite sur l'autorité, pas un programme de droite sur la réforme, pas un programme de droite sur la dette, pas un programme de droite sur la baisse des impôts et le pouvoir d'achat. Donc vous voyez, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul programme de droite, c'est le mien. Et je pense que Nicolas Sarkozy le reconnaîtra. Il va le reconnaître dans les prochains jours. Écoutez, moi je trace ma route. C'est à lui maintenant de s'exprimer. Vous êtes stoïque. Je suis très combative, Madame Ferrari, parce que c'est le destin de la France qui se joue le 10 avril et le 24 avril, le destin de la France. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui ont envie que les solutions de la droite arrivent au pouvoir parce qu'ils savent que c'est les bonnes pour le pays. Et je leur dis qu'ils ont aujourd'hui, face à eux, la candidate pour cela. Merci Valérie Pécresse. Merci beaucoup d'être venue ce soir sur CNews. Merci Sonia. Aussi, merci d'avoir participé à demander le programme. Bien sûr, on continue avec l'information ce soir sur CNews. Bonne soirée à vous tous et merci. – 22h36, bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. On peut tout se dire en direct jusqu'à minuit et demi avec mes invités. On va bien sûr débriefer dans quelques instants avec mes invités justement. Élysée 2022, demander le programme avec Valérie Pécresse, que vous avez suivi il y a quelques instants sur l'antenne de CNews. Mes invités que je vous présente ce soir. Bonsoir Laurence Saillé. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes chroniqueuse politique. Luc Antoine